j'étais adolescent. Ouais, j'étais adolescent. Ouais, j'étais adolescent. Ouais, j'étais adolescent. Ouais, j'étais adolescent. Bonjour, bienvenue dans le numéro 15 de Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui, nous sommes avec Bruno, Sandrine, Renaud, Salut. Daniel Bouteiller. Et nous avons deux invités, deux grands éditeurs. Monsieur Stéphane Bouillet, Bonjour. du Chèque qui fume. Bonjour. Et monsieur Christophe Cossins. Ou Bonjour. Cossins, on dit Cossins ou Cossins? Cousins. À l'américaine. D'accord, à l'américaine. Donc quelle maison? de Ecstasy of Of film. Film ou Films? Films. D'accord, très bien. Alors, donc, vous allez nous parler de votre actualité, tous les deux. Et déjà, la première question que j'aimerais vous lancer, c'est, hormis le fait de devenir très très riche, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir éditeur vidéo? Les femmes, pour moi. D'accord. Bah, voilà. Non, mais bon, je pense un petit peu comme tous ceux qu'il y a autour de cette table en cercle. C'est la passion du cinéma, tout simplement. D'accord, mais il a envie de gagner de l'argent aussi, non? C'est Un petit peu, seconde. ouais. Vous pouvez le voir à mes cheveux, en fait, je compte refaire des implants avec tout l'argent que je vais gagner. D'accord. Voilà, pour vous ressembler, parce que... Et toi, Stéphane? Non, c'est vrai que c'est la passion. Ça s'est décidé un peu comme ça, avec un pote. On se remerdait chez nous à 30 ans et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Puis tiens, voilà, on a décidé de monter une boîte de DVD et de Blu-ray, enfin de DVD, plus tard de Au Blu-ray. départ, oui. Et non, même pas avec l'envie d'être riche au début. Heureusement que ça nous a pas quitté cette envie, parce que on n'est pas riche. Et voilà, donc surtout... Donc, faut le dire. Non, c'est vrai. non, c'est vrai que voilà, un peu comme Christophe, c'est la passion qui... Et c'est ça, on reconnaît un vrai éditeur, c'est la passion. D'accord. Christophe? la passion, puis le chômage, quoi, de mon côté. Parce que bon, ouais, j'avais la passion, mais au bout de 2 ans, en fait, voilà, on vous coupe les vivres, et puis, faut travailler, quoi, comme un grand. Donc toi, ça fait depuis combien d'années, donc, tu as commencé? En 2012. Et Donc, donc, la création de la société, août 2012. Ouais, Ton voilà. premier titre, c'était La Lame Infernale. Ouais, c'est bien ça, Ouais, la c'est Lame Infernale. Massimo Dallamano, je sais plus trop l'année là, de mémoire, 75, 76, je crois. 75, ouais, c'est ça. Et donc voilà, monter des dossiers, taper aux portes des banques, quoi. C'est ce qui a été le plus difficile en fait pour réussir à monter le projet. Donc gros dossier de 30 pages, on présente tout ça directement à tous les conseillers, tous les banquiers et tout. Des fois, on voit l'incompréhension dans les yeux du banquier jusqu'au jour où il y en a un qui comprend, qui voit que t'es passionné et qui te donne le feu vert, tout simplement. Bon. Voilà. Donc il avait bien marché, le premier? Le tout premier, ouais, il a été tiré à 2000 exemplaires, donc il a bien fonctionné pour un premier tirage. Bon, j'avais sorti une édition limitée, une édition simple. L'édition limitée est partie plus rapidement, comme Stéphane va peut-être te dire la même chose, que généralement ça fonctionne plutôt bien. Après les éditions simples, on n'est pas sur le même public, sur un public qui souhaite découvrir un peu plus, parce que ils veulent découvrir le film, mais pas spécialement les bonus, parce que dans l'édition d'Ecstasy of Film, généralement on aime bien faire un beau packaging, quelque chose de recherché, quoi. On conceptualise le truc à la base. Donc déjà le premier film était un choix plus parce que je pensais à des films qui pouvaient passer comme dans les dossiers de l'écran, je crois, c'est ça à l'époque, en double, pas en double programme, mais il y avait le film et après un débat derrière. Ouais. Donc du coup, moi je viens un petit peu de là, cinéma de minuit. Il y avait quoi, Eddie Mitchell, la dernière séance. Mais je me suis dit, c'est un film qui parle encore à tout le monde. Prostitution des lycéennes, les élites corrompues. Je veux dire, c'est toujours d'actu. On voit Monsieur de la Villardière sur Zone Interdite qui est toujours en train de parler de ça. Ça, c'est ça. Ah, c'est non, mais bon, c'est sans...
Mais c'est vrai que je prends à chaque fois des films en fait qui restent quand même un petit peu ancrés dans le présent, ouais, que ce soit la guerre des gangs aussi, et les gangs sur Naples, le trafic de cigarettes, tout ça, on est en plein dedans avec les prix qui explosent et tout, mais voilà, quoi, c'était un besoin de rester, de coller un petit peu quand même à l'actualité, et puis de pouvoir faire de belles éditions en créant des choses très, très artisanales. Je dirais, parce qu'à la base, je dis souvent que moi, c'est plutôt les méthodes de Roger Corman à la base. Quoi. Quand on n'a pas d'argent, on se triture les méninges. Et puis, finalement, par rapport à d'autres qui ont l'argent, tu arrives au bout d'un moment à trouver des petits, des choses qui sortent de l'ordinaire et qui donnent envie à, je veux dire, à un cinéphile ou à quelqu'un d'autre. Quoi. Du moins, quelqu'un de lambda qui tomberait dessus se dit ouais voilà quoi ça sort de l'ordinaire donc j'achète plus facilement donc j'ai envie de le garder et voilà quoi, pas de le jeter ou voilà j'essaie de pas faire des barils de lessive quoi en gros. Oui bien sûr. Stéphane. Comment rebondir sur le baril de lessive? Je comprends tout à fait ton point de vue. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance en France, contrairement à même en Angleterre, c'est d'avoir des petites boîtes de passionnés qui ont appris sur le tas en clair, parce que je pense que Christophe n'a pas fait d'école de commerce. Ni moi non plus. Et c'est vrai qu'on d'un coup, on s'est dit un jour, on s'est réveillé en se disant tiens, voilà, comment faire vivre notre passion, comment montrer un peu les films qu'on aime. Et donc, on t'apprend sur le tas, tu apprends à faire des DVD, à ouvrir une société, à créer une société, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et voilà, donc tu tapes à ça toutes les galères de sous-titrage où on apprend sur le tas à faire du sous-titrage, à faire des jaquettes, à tout ça à faire. Et c'est vrai qu'on a la chance en France, je vois pas trop ça à l'étranger, de petites boîtes, vraiment. À l'étranger, il y a Séverin, des boîtes comme ça, qui sont maintenant un peu plus grosses, mais où vraiment c'est tenu par des passionnés qui veulent qui veulent partager leur passion, et ça se sent dans les éditions. Je pense que quand on regarde une édition de Christophe ou de Chucky Fume, on sait que derrière il y a de la passion. Enfin, que la personne qui est derrière l'édition sait de quoi elle parle. Elle sait nous vendre le film, elle sait parler du film, c'est pas juste, comme tu dis, un paquet de lessive, c'est pas juste un DVD dont on a acheté les droits puis qu'on balance sans le voir. Voilà, je pense que les petites boîtes regardent tous leurs films, toutes leurs films, oui. Et voilà, donc on sent, c'est peut-être la différence qu'il y a avec certaines grosses boîtes à l'étranger, ou même en France parfois. C'est là un peu qu'on sort un peu du lot, les boîtes comme Ecstasy, Chucky Fume et tout. Toi, ton premier film, c'était quoi alors? Moi, nous on a été créé en 2005, et donc c'était en 2006, c'était The Deadly Spawn, un film d'horreur américain, années 80, très sympathique. On en avait fait aussi à l'époque 3000, nous. Et il nous en reste toujours. Hein. Ah oui. Et non, mais le plus marrant, c'est qu'à l'époque, on était déjà déçus parce qu'il y avait eu une mise en place Fnac de 1200 exemplaires. À l'époque, c'était assez décevant. On disait merde, 1200 exemplaires, putain, alors que maintenant, on fait 1200 exemplaires en mise en place. Pour toutes les Fnac. Ouais. Ah oui. C'était pas mal, 1200 exemplaires. À l'époque, c'était encore pas trop mal. Maintenant, effectivement, les gens ont beaucoup moins. Parce que la dernière fois qu'on était en Fnac, c'était des mises en place de 500 exemplaires. Ah bon, pas plus? Non, mais on dira rien sur les Fnac. Mais parce que là, nous sommes à Metaluna surtout. Tu peux y aller, là. Non, voilà, mais parce que voilà, on sait très bien que la distribution dans les grandes enseignes rame depuis des années. Donc, Christophe s'y retire, n'y a jamais été. Nous, après ça, on s'est retiré aussi un peu des Fnac. Donc, on a 2 éditeurs, effectivement, qui sont hors Fnac, qui vendent chez Metaluna. Et je pense que c'est un choix qu'on partage et qui est un choix qui est vraiment, je pense... ouais, c'est un choix à la base. Après, pour rebondir sur le truc de Stéphane, c'est juste qu'après, au départ, les Fnac, tout ça, c'est toujours la même chose. On fait des éditions qui sont quand même assez balèzes au niveau du contenu, au niveau du packaging et tout. Et au bout d'un moment, quand on se retrouve à récupérer... Après, je sais plus quoi à la base. Au tout début, c'est 4 €, c'est ça. Voilà. Sur un Blu-ray, sur un DVD à 19 €, donc quand vous achetez un Blu-ray, un DVD à 20 €, pardon, donc 16 € hors taxe, l'éditeur touche 9 €. Voilà, donc tout le reste va chez le distributeur et chez la Fnac. Donc voilà, donc le problème c'est que ça marchait bien quand effectivement demain t'en vends 3000, t'es content. Il faut faire du volume. Voilà, il faut faire du volume. Et nous, on est effectivement sur une cible qui est vraiment de fans, de fanboys. On sait qu'on va pas en vendre 10 000. Donc, autant effectivement se retirer des Fnac et bien sûr prendre la totalité de la somme. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est quand même, en moyenne, c'est 50% du prix hors taxe qui échappe à l'éditeur. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez chacun un site internet aussi où on peut les retrouver.
Ouais, c'est bien ça, www.theextasyofilm.com. Bon, il est pas très très beau, hein, je l'avoue, il est de 2012, il est comme son patron, il est pas très beau, quoi. Mais quoi, il essaye de s'améliorer en vieillissant. Mais il a pas beaucoup de cheveux, voilà. Mais ouais, on a réussi, en fait, depuis 2012 à ramener finalement tout le monde. C'était un petit peu un combat de ramener tout le monde. Limite à les ramener sur nos sites et à la fois à revenir dans des boutiques comme celle de Bruno, c'est-à-dire que du coup voilà quoi, il y a moins de et puis Bruno c'est ce qu'il vend aussi, donc le truc c'est qu'il peut en parler, on revient un peu au système des vidéoclubs d'avant, c'est-à-dire qu'on rentrait, c'est un peu un temple, quelque chose où tu y vas pour parler, pour rencontrer des cinéphiles et tout, et puis voilà quoi, de mettre ça en place, bon ça met du temps et puis on est sur un marché de la vidéo qui est en pleine mutation totale, donc faut retrouver un bon tempo au niveau pour les éditeurs comme pour les clients, donc c'est pas simple et puis ça se fait je dirais petit à petit, il y a des choses qu'on essaye, qu'on se plante, il y a des choses où on se dit je vais essayer et puis on réussit tout de suite, donc on se dit tiens voilà, pas mal. C'est quoi ton plus grand succès mon plus grand succès un succès entre guillemets hein, bon, je vais pas te chanter une chanson quoi, un truc comme ça. La plus grosse vente Ça sera Réanimator. Ouais. Mais bon, il est pas sorti. Non, il y a des titres comme Qui l'a vu mourir, voilà, qui m'ont assez surpris parce que VOST et du coup, en France, on a tendance à dire il n'y a pas de VF, ça va pas fonctionner et tout. Bon là, pour le coup, voilà, il y a pas de choix quoi. Que ça soit Torso, ça, Qu'il a vu mourir, voilà quoi. C'est des choses où même qu'on me demande toujours sur Torso, où je suis surpris, il y en a qui se réveillent parce qu'il y a un nouvel âge d'or du. Ouais, Torso, il y a toujours une grosse demande. Hein, ouais. Que c'est épuisé. Ouais, voilà, c'est assez. T'as plus les droits, c'est ça, de Torso ? Non, j'ai plus du tout les droits dessus. C'est le moment de reprendre alors. Voilà, c'est le moment pour le Shaky Film de rebattre le fer là. Et non, voilà quoi, il y a des titres où on est assez surpris, où on se dit sur Réanimator, comme parlait Daniel. Voilà, il est sold out avant de sortir, ouais, en précommande. Mais bon, là après, il y a des titres où on se dit voilà, ça va cartonner, on en fait plus. Du coup, le problème, c'est que on investit plus et il nous reste du stock. Donc des fois, on a tendance à quand c'est une grosse édition. C'est Eder qui a pas bien marché. C'est Eder, donc comment il s'appelle Zeder, ouais, finalement, il a fonctionné après coup. Quoi, il y a des titres comme ça, comme La Guerre des Gangs, c'est pareil après coup. D'un seul coup, tout le monde se réveille, tout le monde se dit j'aimerais bien l'avoir et tout et je sais pas, il y a des titres où on a beau faire et puis après on se base aussi sur Facebook, mais on se rend compte que Facebook n'est pas voilà, moi Réanimator, je me suis dit, j'ai eu beaucoup de monde qui me disait ouais, je garde mon DVD métro, il est très bien et tout, et je me suis dit moi-même, voilà, est-ce que je vais pas prendre un risque parce que j'ai beaucoup de retours par mail ou beaucoup de retours par téléphone en me disant ouais, non, je le garde, l'édition est belle, le packaging, machin et tout. Puis on se retrouve où finalement, l'un dans l'autre, c'est intéressant puisque du coup on arrive à faire changer les avis. En fait, petit à petit, c'est ce que je vois aussi chez Stéphane sur certains titres. C'est-à-dire que les premières personnes qui viennent pour te poser un message en te disant ouais, non, j'en veux pas, j'ai mon édition. Au fil du temps, ils découvrent l'édition, il y a quelques critiques qui arrivent et là ils se disent ouais, du coup je vais passer à côté, donc je l'achète. Donc finalement, on n'a pas vraiment de on sait à peu près qu'on est entre 1000 et 2000 exemplaires, mais voilà, et puis il y a des titres qui fonctionnent pas du tout, comme l'Eurocrime, voilà, 1000 exemplaires, il n'y a pas encore de gros réalisateurs qui est passé, je dirais, super connu, donc du coup voilà, c'est pas comme dans le Giallo où il y a des Martino voilà, qui Martino ou des Bava ou des tout ça qui parlent plus aux personnes que je sais pas, un Lenzi, je dirais, dans l'Eurocrime, donc
voilà, il y a des choses qui marchent pas en France. Ils vont cartonner à l'étranger. Voilà, les Allemands sont friands, les Anglais ou des choses comme ça. Et ici, est-ce que c'est un manque après, c'est le rôle aussi je dirais peut-être des journalistes de mettre un petit peu ça en avant parce que voilà, mais je sais pas quoi. Tout ça pour dire que c'est très aléatoire, voilà. Et toi, Stéphane, non, tu es avec nous? Non, bien sûr. Non, bah nous, non, je sais pas trop, parce que nous, comme on fait beaucoup de choses nous-mêmes et qu'on sous-paye les gens, ça d'un coup les éditions coûtent pas trop cher non plus, donc on est assez rentable assez facilement et des titres marchent moins inévitablement parce que quand on sort comme Des Chiens Enragés ou alors Sang de Babylone, Crime Inutile, c'est totalement inconnu, les gens ne connaissent pas du tout, il n'y a pas de star, donc effectivement ça marche moins qu'un gros Fulci ou qu'un Giallo, mais après ça, nous on le savait, donc on savait bien qu'on n'allait pas en faire presser 2000, donc on en a fait presser 1000, et honnêtement on doit être à 700 ventes, un truc comme ça, 700, 750, donc ça va, on est quand même content, parce que pour un titre comme ça, on est vraiment, vraiment content, on est rentable, c'est le principal, de toute façon le but c'est d'être rentable. Le but c'est d'abord de ne pas perdre d'argent sur un titre, on ne perd pas d'argent sur des titres, donc des titres se vendent moins bien que d'autres, ou moins vite, mais sur la longueur, voilà. Après ça, effectivement, il y a des surprises. Effectivement, le Retour des Morts Vivants, on a été étonnés. On pensait en faire que 1000, on en a fait 2000. Tout est parti en 6 mois. C'est un gros titre quand même. Oui, mais c'est déjà sorti en DVD, c'est déjà en Blu-ray aussi à l'étranger. C'était voilà, donc on s'est dit, en plus avec une VF, sans zone, et voilà, c'était bon, c'est pas mal. Déjà 2000, on était content, mais que ça parte en 6 mois, on était vraiment étonnés. Donc c'était voilà comme Opéra, on sait, mais 2000 c'est vraiment le grand maximum. Après ça, c'est vrai que les gens, souvent après ça, ils se réveillent en disant bah merde, voilà, je l'ai pas acheté, tout ça. Ouais, mais t'as eu 1 an pour l'acheter. C'est que si pendant 1 an t'as pas acheté le titre, c'est parce que t'as trouvé d'autres titres à la place qui sont Stasi ou je sais pas quoi, qui sont aussi bien. Non, voilà, on sait nous on fait des éditions limitées, il y en a tant, point barre, après ça... Parce qu'il y en a beaucoup qui sont écoulés justement, qui sont... Bah ouais, voilà, puis après ça les gens nous disent ouais, il faut en faire plus, donc on essaie d'en faire plus, puis au final, ça part comme avant, donc quand on en fait plus, au final, il nous en reste sur les bras. Donc voilà, les Soavi, on en a fait un peu plus, on en a fait 1500, et on savait bien que c'est 1000 exemplaires, en moyenne, c'est 1000 exemplaires pour des titres comme ça. Et puis on va dire sur la longueur, 1200, 1300 exemplaires. Mais donc autant en faire 1000 directement. Donc je pense que Christophe ou nous, on sait à peu près combien on a à peu près de fans. Ça se voit, on le sait à peu près. C'est une niche, de toute façon. C'est une niche, mais qui se vend extrêmement bien. Parce que quand même, 1000 exemplaires, quand vous vendez un titre à 1000 exemplaires, c'est énorme. Il y a des titres dans des grosses boîtes qui se vendent beaucoup moins. Donc c'est une niche qui est très présente, qui est très fan. On le voit chez Fidèle. D'ailleurs, ils sont tous là chez Metaluna, souvent le samedi, avec leur sac en plastique pour acheter plein de DVD. Et voilà, mais c'est vrai, hein, c'est une niche qui est connue depuis des années, donc, et qui achète, qui est vraiment... Moi, je les appelle un peu comme des drogués. Enfin, je leur dis que c'est souvent des drogués, il leur faut leur cam. Et la cam, c'est voilà, le film italien, le giallo, le polar, n'importe quoi. Ils ont besoin de leur drogue. Et c'est vrai qu'on a contrairement à d'autres éditeurs qui sont plus dans le cinéma d'auteur, je ne sais pas quoi, hongkongais ou je ne sais pas quoi, le cinéma italien, le cinéma d'horreur, c'est vraiment une niche qui est vraiment droguée à ça. Depuis l'époque de Mad Movies, Écran Fantastique des années 80-70, ils sont vraiment drogués et ils ont besoin d'avoir leur édition. Nous, on est étonnés parce que même des films où il n'y a pas de sous-titrage, comme Des Chiens Enragés par exemple, marchent assez bien. On était vraiment étonnés que ça marche aussi bien. Les gens ont envie de découvrir des choses. Voilà. Donc les gens, il y a un public qui, ils vont reprendre les films déjà connus, le Massacre à la tronçonneuse 2, tous ces titres-là, mais le film inédit quand même, ça marche bien parce que bien sûr, à leur grandeur, hein, c'est inédit, donc ça marche pas, c'est pas non plus un carton, mais les gens ont envie de découvrir des choses et c'est ça le plus important, je pense. Oui, il y a aussi des films qui sont redécouverts après, comme 3615 Code Père Noël. Exactement. Qui apparemment, c'est un film qui a été un peu réévalué. Bah oui, le film réévalué, je sais pas. Parce qu'à l'époque, il n'a pas été très bien reçu. Ouais, mais d'un coup, on sait qu'il y avait une fanbase qui était le trentenaire qui a découvert 100 cassettes vidéo à l'époque, dans les années 90, et qui adore ce film. Notre graphiste, il était tout fou quand on lui annonçait le titre. Donc voilà, on sait qu'il y a des gens, il y a des titres comme ça qui sont un peu des Madeleines de Proust, où les gens vont se précipiter dessus pour l'acheter parce qu'ils l'ont jamais vu en DVD. Comme Reanimator, quoi. Comme Reanimator, c'est des gros titres. Au hasard. Voilà. Non mais ça, c'est vraiment des gros titres, ça, Reanimator. Non, mais par contre, oui, ce qui est assez étonnant dans la manière dont vous fonctionnez tous les deux et d'autres, mais vous particulièrement, c'est que finalement, vous sortez des tas de titres très différents et de pays différents et de genres et d'époques différentes, et qu'il y a une espèce de following qui s'installe, voilà, où on va dire,
Ecstasy ou Le Chat qui fume, on va leur faire confiance. On connaît absolument pas, mais on va acheter leur titre parce que c'est des gens de confiance dans l'édition, on va dire. Je pense que moi je sais que quand quelqu'un me téléphone, enfin quand on téléphone au bureau pour nous poser des questions, les gars on leur répond sur les cinémas, enfin sur le film. Ils nous parlent de films, je sais pas, de Margheriti, de Joe D'Amato, et c'est notre cinéma, donc on peut leur parler. Et les gens, ils sont en confiance. Ils se disent, si le gars il peut me parler de Margheriti facilement, me citer des titres obscurs et tout ça, c'est qu'il s'y connaît, donc ce qu'il vend, il sait ce qu'il vend. Donc ça rassure les gens. Et en plus, oui, c'est ça, les gens se disent, tiens, s'ils sortent ce film-là, c'est que c'est un peu intéressant, un minimum intéressant. Donc ils nous suivent. C'est vrai que nous, on a un public qui nous suit sur tous nos titres. Et ça c'est bien, d'un coup voilà. Après ça, je sais que certains titres vont déplaire ou pas plaire, ils vont me dire tiens j'ai aimé, j'ai pas aimé, ça dépend. Ça, nous on juge pas les films. La Sœur d'Ursula par exemple. Mais La Sœur d'Ursula c'est intéressant parce qu'avant justement tout le monde nous avait dit mais vous êtes des fous, c'est quoi ce film et tout ça. Nous on a dit non, nous on aime bien, on a envie de le défendre. Et le film s'est vendu en 6 mois pareil et les gens ont dit... aussi. Oui bien sûr, et les gens nous ont dit... et les gens nous ont... Non parce qu'il y a un public qui aime... C'est vrai que le film il est pas franchement bon, faut être honnête. Il y a un public qui aime ce cinéma bis, c'est-à-dire un peu graveleux, avec des femmes nues, avec pas prise de tête. On peut même pas dire que c'est un giallo. Si, c'est un giallo, malgré tout. C'est un vrai giallo. Hein. Non, mais c'est film érotique. C'est un vrai bon film, mais c'est un vrai giallo. Mais il y a le giallo, effectivement, qui va plaire à une certaine public qui veut un scénario bien filmé, tout ça. Mais il y a aussi des fans de bis. Les fans de bis, ils aiment les rats de Manhattan, ils aiment voir du cul, ils aiment voir de la violence quand c'est gratuit, ils aiment, comme des chiens enragés, c'est putassier. Donc effectivement, La Sœur d'Ursula rentre... Comment ? Des vieux cochons, quoi. Voilà, La Sœur d'Ursula rentre là-dedans, et moi, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient adoré le film. Ah ouais. Parce que, voilà, c'est un peu putassier, ça en rajoute bien et tout, et ça plaît, mais nous, on savait très bien qui on visait à ce moment-là. Alors, parlez-nous un peu, pardon, excuse-moi, du système donc, de l'édition maintenant, qui est un peu compliqué, et sectorisé, et limité, de l'apport du CNC, la manière dont ça fonctionne. Alors là, pour le coup, on marche différemment, Stéphane et moi. Donc, c'est-à-dire que moi, l'édition, quand je la propose au CNC, c'est-à-dire que l'édition, quand je la passe au niveau des commissions, l'édition est déjà finie, moi. Je peux te dire, il y a deux styles deux styles d'aide. Il y a l'aide au programme, qui est une aide en fin de compte, qui est donnée en début d'année, au mois de février, mars, avril, où l'éditeur se pointe avec tout son catalogue, qui va sortir durant l'année, donc 20 films, 30 films, 10 films, 5 films, et il demande des aides pour tout son programme, de 2019, voilà. Donc il reçoit une aide concernant tout son programme, sans faire de pressage, voilà, il dit au CNC, voilà ce que je prévois. Et le CNC évalue un peu ce qu'il va prévoir, et il dit, tiens, je te donne tant pour toute l'année. Et après ça, tu as l'aide à l'édition vidéo, qui est donc à l'unitaire, voilà Christophe, qui est 3-4 fois par an, où là, Christophe se pointe avec l'édition. Je te laisse finir. Ouais, donc l'édition qui est terminée, elle passe en commission, l'édition est vue, et puis voilà, quoi, là, ils ont l'objet fini, et ils décident si oui ou non, ils offrent, du moins, s'il y a une aide au niveau de l'édition. Bon, après... à chaque édition que j'ai pu présenter, j'ai eu après l'édition, j'ai eu des retours qui étaient totalement différents sur certains films comme sur d'autres. Mais problème sur des bêtes féroces attaquent la ville, non les bêtes féroces, ouais, voilà, c'est un titre où voilà, mais pas que, c'est partout, voilà, les bêtes féroces. Le truc, c'est qu'on touche aux animaux, donc je vais revenir à Qui l'a vu mourir, c'est qu'on tue les enfants, donc je me suis dit si on fait la synthèse de tout ça, on peut tuer les enfants, mais on peut pas faire mal aux chats. Donc ouais, après c'est chacun son truc, hein, je dirais. C'est que on m'a tapé sur les doigts, mais je veux dire, j'ai eu plus de mauvais retours, même de clients, sur les bêtes féroces attaques. Voilà, les rats, tout ça. Bon, après, c'est Prosperi, quoi. On sait un petit peu ce qu'on achète, quoi. C'est un peu le papa du mondo et tout. Mais voilà, qui l'a vu mourir, après, c'est encore autre chose. Peut-être que... voilà, le truc de la jaquette... je sais pas, j'explique pas, je sais pas pourquoi, du coup, sur un giallo comme ça, pas tout passe, mais... Il peut dans le CNC sur celui-là ou pas?
Sur les bêtes féroces. Sur les bêtes féroces, oui, mais bon, après les retours sont, vraiment. C'était pas vraiment, mais c'est vrai que ça a été moins apprécié, quoi. Du moins, le film a été moins apprécié que les autres. Voilà, bon, après, on présente les films, faut s'attendre. Moi, je sais quand j'ai eu les retours sur le Punisher, qu'on m'a dit qu'on a redécouvert le film. C'est là où c'est bien, en même temps, ce qu'on fait, ou même avec Stéphane, Artus ou d'autres, c'est-à-dire que le fait d'être quelque part. C'est peut-être je vais lui mettre entre guillemets un bien grand mot, mais d'être passeur de mémoire, de pouvoir déterrer des films que si nous le faisions pas, d'autres le feraient pas, ou ils le feraient en jetant le film, et voilà, sans parce qu'on apporte une importance particulière même au supplément, c'est-à-dire qu'à la conception du film, je fais des commentaires audio. Dans le commentaire audio sur Torso, par exemple, on apprend que Martino a failli tourner avec Bruce Lee, quoi. Martino et Bruce Lee, quoi. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont plutôt intéressantes. Parce que après, je sais pas, et après il y a plein d'anecdotes, mais voilà, c'est le but. Et après, en France, faut toujours, en fait, faut tout faire un petit peu, je dirais, à coup d'opinel. C'est-à-dire que des fois, moi, sur la marque du diable, le jour où j'ai négocié les droits de la marque du diable, on m'a proposé que la VO. Moi, j'ai demandé la VO. J'ai demandé la version anglaise et la version autrichienne-allemande. Et là, l'ayant droit m'a dit non, pour vous, ça sera que l'anglais, et puis c'est tout. Mais le truc où je me suis retrouvé le cul entre deux chaises, c'est que beaucoup plus tard, en fait, gros éditeur, Arrow, bon, après, je sais pas comment ils ont négocié et tout, mais 6 mois après, la marque du diable sort, et eux ont la version allemande, et ils ont la version anglaise. Donc comment expliquer ça en fait aux clients qui se sont floués? Ben ouais, on n'a pas le même c'est là où tu te rends compte que tu reviens à ta place, t'es pas Arrow, t'es pas une autre grosse boîte. T'essayes déjà de te battre déjà à la base. Avant de sortir le film, faut savoir déjà qu'il y a une grosse bagarre déjà pour avoir le film, c'est-à-dire que déjà faut convaincre les ayants droit que voilà, les films c'est pareil, tu vas pas en vendre je dirais un camion, quoi, comme disait Stéphane, tu vas en vendre 1000. Donc moi je me suis retrouvé sur des films que j'ai essayé de négocier, où on me proposait, on me disait ouais non, ça sera 50 ou 60 000 euros, voire plus, ou rien du tout. Sur quel film? Je peux pas le dire. Non, pourquoi? Mais y aller, hein. Mais voilà quoi, c'est la seule chose, c'est que déjà à la base, faut réussir en fait à faire changer un petit peu. Bon, les ayants droit changent un petit peu petit à petit aussi, parce qu'ils se rendent compte de l'état du marché et tout. Ça commence à venir. Mais moi, je sais qu'il y a 4-5 ans, c'était encore difficile. Mais déjà à la base, voilà, il y a ça. Et après, savoir quelle copie tu vas recevoir. Parce que plusieurs fois, Stéphane s'est retrouvé, moi aussi, dans le cas où je reçois une copie comme ZR ou comme d'autres titres, où il faut derrière faire une correction au niveau de l'étalonnage. Donc voilà, parce que l'étalonnage, ils ont juste fait un scan HD, il n'y a pas d'étalonnage sur le film. Donc toi, tu reçois ça, c'est trop tard. C'était à toi de demander 5 minutes du film avant d'acheter les droits, et sinon c'est pour ta poche, quoi. Les Bêtes Féroces Attack, ça a été la même chose. Donc soit tu fais le choix de faire une restauration d'étalonnage, comme ils disent, un color, je sais plus comment. Voilà, et du coup, tu le fais, mais tu rajoutes ça à comment tu t'es bien dans les 2500 à 3000 euros plus tes droits du film, plus tout ça. Ou sinon, tu fais le choix. Moi, je l'ai fait sur ZR, donc la restauration, l'étalonnage. Et par contre, j'ai fait le choix sur les Bêtes Féroces Attack d'acheter en fait le master à l'étranger à Sévrin. Donc voilà, après il y a deux autres choses qui arrivent en ligne de compte, c'est ça. Après, et puis avant que tu l'aies sorti, c'est que tu as déjà en fait tous ceux qui sont sur Facebook en train de te dire que quelle copie tu vas sortir. Est-ce que c'est l'anglaise? Est-ce que c'est l'américaine? Est-ce que c'est l'allemande? Et tu dois te justifier en fait en permanence déjà sur tes choix. Après le net, moi je sais que j'ai monté la boîte grâce à quelque part à Facebook. J'aurais pas eu Facebook. Moi je venais un petit campagnard, je connaissais pas grand monde. Voilà, c'est ce qui a permis de faire monter la boîte où elle en est en seulement 5 ans, 5-7 ans. Mais voilà, et après les réseaux, faut que tu te battes aussi derrière pour faire comprendre que ton boulot tu le fais
tu fais le max, quoi. Si tu sors un film, moi, si j'achète les droits d'un film, c'est pas pour faire de la merde derrière, quoi. Autant le sortir correctement, quoi. Je sais pas ce qu'en pense Stéphane là-dessus, mais voilà, quoi, en gros. Non, mais je suis d'accord, effectivement, sur les masters et tout ça, et surtout les Italiens sont vraiment les rois des masters bidons, quoi. Donc, l'autre fois, c'est pareil, nous, c'était quoi, le Charouche dans un labyrinthe de verre, on reçoit un extrait du master qui n'était pas étalonné et pas restauré, ils m'ont dit que ça serait fait, et donc on l'achète, et quand on reçoit, il n'est pas restauré et puis pas étalonné, quoi. Donc, on se retrouve comme des cons à devoir faire ça, et puis bien sûr, ils répondent pas, hein. Quand tu leur dis, ouais, il y a un problème dans votre truc, il y a des mecs qui s'en foutent royalement. Alors même, ils ont fait plus fort, c'est les rendez-vous de Satan, les 20 premières minutes n'étaient pas étalonnés. Tout le reste du film était étalonné, mais pas les 20 premières minutes. Donc d'un coup, on se dit pourquoi. Et voilà, des choses comme ça qui arrivent vraiment. Donc ça, c'est assez habituel. Ouais, c'est assez habituel. Mais pour revenir au CNC vite fait aussi, c'est vrai qu'on le dit souvent, ça c'est pas un peu lèche-boule, mais c'est vrai que sans le CNC, honnêtement, il n'y aurait pas d'édition vidéo en France. Hein. Enfin, tout le monde les demande parce que c'est très dur et que heureusement qu'il y a le CNC pour pas nous aider, mais nous soutenir à faire des belles éditions, parce que c'est grâce à eux qu'on peut foutre du carton, plus de bonus. Voilà, on a de la chance en France d'avoir quand même des éditeurs qui sortent des Blu-ray vraiment en dehors du boîtier plastique noir, qui font des belles éditions en Mediabook maintenant, en Digipack, avec des bonus, où il y a quand même 2-3 heures de bonus. Enfin, on arrive en France, avec moins d'exemplaires vendus, à faire des éditions, je trouve, moi, personnellement, plus belles que Eurovideo, à part sur le gros collector, hein, bien sûr, hein, mais plus belles que les Allemands, donc en vendant moins d'exemplaires. Et ça, c'est un peu grâce au CNC, donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit aparté. Ça représente quoi, d'ailleurs, c'est pas indiscret, le pourcentage de participation du CNC dans le coût de vos éditions? Ouais. J'allais dire, c'est déjà la fin de l'émission, on peut pas en parler, au revoir. Non, je crois que ils aident à moins de 30%, je crois, de mémoire. Après ça, moi, c'est un truc global. Moi, ils nous donnent sur l'année. Donc, d'un coup, il faut diviser par chaque édition. Je crois que c'est moins de 30% qui donnent d'aide. C'est peu, mais c'est quand même toujours agréable de recevoir de l'argent qui aide vraiment, nous, à faire le pressage, qui aide. Ce système-là existe dans aucun autre pays. Non, c'est pour ça que les Allemands, nous, je sais que Camera Obscura, nos amis allemands, quand je leur ai dit qu'on avait reçu des aides pour la sorte d'Ursula, ils ont failli se blinder, ou leur même Tropique du Cancer, ou d'autres films, hein, ils sont tous super étonnés. Ils se disent, mais vous avez une chance folle, quoi, d'avoir de l'argent, parce que... Exception culturelle à la française. Voilà, mais c'est bien, parce qu'ils aident tout. Il y a encore quelques années, c'était pas ça, hein. Il y a quelques années, il y a encore 6 ans environ, qu'on nous passait avec nos films, on n'avait quasiment rien du tout. Et effectivement, l'équipe a changé, et qui maintenant est beaucoup plus ouverte sur ce cinéma-là, et on voit que grâce à ça, d'un coup a explosé en France quand même pas mal d'éditeurs, pas mal d'éditions, pas mal de films rares, pas mal de... Qu'est-ce qu'il y a un problème de son, c'est ça? Et il y a pas mal d'éditeurs, et c'est vrai qu'en 3-4 ans, 5 ans, on a vu d'un coup le marché vidéo français quand même a repris vraiment du poil de la bête. Par rapport aux étrangers. Moi j'aime bien Kino. Par exemple, Kino est un bon éditeur à l'étranger, mais c'est du boîtier noir. Il y a 3 bonus dedans, puis un support au lit, quoi. Donc en France. Surtout grâce aux éditions Blu-ray, parce que ça marche mieux que le DVD. Ah non, le DVD marche toujours mieux que le Blu-ray de toute façon. Même aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Toutes les éditions. Après ça, nous on fait des combos, donc je peux pas te dire. Moi je sais pas, mais je sais que les gens se foutent. Je pense que, moi, j'achète pas de DVD, j'achète maintenant que du Blu-ray parce que je fais. Oui, tiens, d'ailleurs, ce sera intéressant ça comme question. Si tu faisais plus que du Blu-ray, toi aussi, Christophe. Moi, perso, c'est le Blu-ray qui fonctionne. Ouais. Ce serait quoi la proportion de gens qui moi, je sais pas. On fait du combo. On a pensé à un moment donné de faire que du Blu-ray. D'ailleurs, pour Maniac, on y a pensé, mais après ça. Le DVD coûte pas non plus, c'est pas ça qui coûte le plus cher, pressé. Donc il y aura toujours, le public est quand même un public assez provincial. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Attention. Non, mais on le voit. Non, mais c'est comme les cinémas de quartier. C'est un provincial aussi, Christophe. Oui, mais voilà, mais je veux dire par là, c'est il a mis 3 heures à arriver jusqu'ici. À Paris, ils ont les gens. Ouais. À Paris, il y a les Fnac, il y a donc Metaluna, il y a Gibert, il y a plein de magasins, donc les gens peuvent encore se déplacer. Quand tu habites en province et que t'as pas de Fnac à côté de chez toi ou pas de magasin, tu commandes sur internet, donc sur Amazon ou chez l'éditeur. Chez qui? Nous on n'est plus vraiment sur Amazon, donc voilà. Et Metaluna fait la vente par correspondance, mais donc moi je vois par rapport à nos commandes, on est quand même vraiment dans la province, et heureusement qu'ils sont là, hein. Donc je sais que eux, le Blu-ray à la base, c'est pas, voilà, je pense que c'est plus DVD qui marche le mieux. Oui.
Moi, juste dans mon cas, c'est le Blu-ray qui fonctionne mieux. Désolé du coup, Daniel. C'est juste que, voilà, moi, par rapport, pour donner sur Society, l'édition du Blu-ray est déjà sur les 1000 exemplaires. Voilà, tout est parti. Que sur le DVD, voilà, j'ai dû en vendre 300-400 exemplaires sur les 1000 en un an. Donc, je pense d'ailleurs même sur certains titres à arrêter, moi, le DVD, même si ça coûte pas grand-chose, mais voilà, quoi, du moins, c'est assez... ouais, quoi, du moins, moi... les Américains font ça, en gros, maintenant, ils sortent plus de DVD. Ils sortent que du Blu-ray, maintenant. Enfin, les Américains sont vraiment passés au tout Blu-ray, et je pense qu'à un moment donné, on va aller par là-dedans. Après ça, il faut vraiment tenter le coup. C'est pas donné à tout le monde en disant, maintenant, les mecs, le DVD, c'est fini, quoi. En France, si tu fais ça... Ah oui. Par contre, après, sur un inédit, oui, mais je veux dire, comme un titre comme Rage ou Reanimator, c'est vrai que j'ai réfléchi à ne pas sortir de DVD parce que, tout simplement, je sais très bien que j'aurais pas de grosse vente dessus et tout le monde va repasser, du moins, si je peux dire, à la caisse pour le Blu-ray, pour une qualité d'image. Bon, après, c'est vrai qu'en France, on a du mal, en fait, à passer au Blu-ray par rapport à d'autres pays. C'est d'où je me rappelle que Whiteside avait posé la question sur son Facebook d'arrêter, je crois, il me semble, il y a quelques temps, le DVD pour que le Blu-ray. Et je crois que... en fin de compte, il s'était trompé, parce que moi je connais bien Whiteside, enfin un pote là-bas, et en fin de compte, la question c'était qu'il voulait arrêter le DVD vendu à part, et le mettre en combo. Voilà. Et les gens ont compris qu'il voulait arrêter le DVD. D'accord, oui, ouais, parce que c'était pas clair du coup le statut, mais quoi, du moins pour ma part, moi quand je vois les ventes au niveau du Blu-ray et au niveau du DVD, voilà, je m'adresse à un public qui est assez cinéphile, qui a déjà à peu près le matos pour regarder sur un lecteur Blu-ray et tout. Et puis des fois, c'est ce que je dis, quoi. On va me dire oui, c'est cher et tout, sauf que moi je me souviens pour avoir acheté ici. Avant les laserdiscs et tout, à 600 francs le laserdisc. On paye des Blu-ray à 10 € maintenant, voilà, avec, je dirais, des fois, 1 heure de bonus, des choses comme ça. Donc, voilà, faut faire un peu vivre avec son époque, je dirais, évoluer. Bon, après, je dis pas que l'UHD, la 4K, tout ça, ça fait un petit peu peur dans les esprits. D'ailleurs, j'ai eu un client qui me dit est-ce que je vais réussir à lire en fait parce que j'ai marqué copie 4K. Donc du coup est-ce que je peux lire en fait le Blu-ray ou faut que je rechange tout et tout. C'est ce que je lui dis. Non, c'est juste le scan qui a été fait en 4K. Si tu passes ton DVD, voilà, t'as pas besoin de changer ta télé ou ton lecteur ou voilà. C'est que dans les têtes il y a aussi un gros travail à faire aussi peut-être dans les magazines, dans tout ça. À mettre aussi dans la tête des gens que la technologie évolue, mais voilà. Moi j'avais une question assez simple et courte. Je voulais savoir l'origine du nom du chat, d'Ecstasy. Comment ça vous est venu et voilà. Par rapport à notre nom, effectivement, donc voilà, nous, non, c'est simplement on avait fumé un petit joint devant... Enfin voilà, et on était deux, et puis on essayait de trouver des noms sympas de société. On avait trouvé des noms super prout-prout, vraiment professionnels, tu sais, des noms qui... non. Et pour déconner, mon pote a dit chat qui fume, je fais bah tiens, c'est marrant. Et puis voilà, on a pris ça, vraiment c'était plus de l'humour, on aime bien les chats, puis on fumait des clopes. Et voilà, mais enfin en dehors, ouais, voilà, à ce moment-là, c'était pas ça, mais donc voilà, c'est parti avec de l'humour, et puis les gens ont retenu, ça faisait marrer les gens, donc même les impôts, ça les fait marrer, donc voilà, donc on s'est dit, on garde ça. Méfie-toi si ça les fait marrer. Christophe, Ecstasy, pourquoi Ecstasy, un film, je vais pas parler de drogue encore, Stéphane en a parlé, il y a un quota dans l'émission, on doit parler de drogue, là ça fait 5 minutes qu'on parle de drogue. Alors, non, Ecstasy of Film, ça vient en fait du titre Ecstasy of Gold, ouais, d'Ennio Morricone, la fin du Bon, la brute et le truand. C'est juste que je me suis retrouvé, moi, depuis comme je disais un peu avec Bruno, tout ça, les temples un peu ce qui était à l'époque voilà, les vidéoclubs, c'est que c'est plus que moi je rentrais, je me retrouvais un petit peu comme Touko à la fin du Bon, la brute et le truand. Lui était à la recherche de l'or, mais moi j'étais plutôt à la recherche quelque part de la pépite qui se cachait derrière les illustrations de Melky ou des illustrations un peu folles. Et c'est vrai. Toi tu creusais, c'est ça? Et moi je creusais, ouais, je creusais, des fois on tombe sur des bons comme on tombe sur du mauvais dans le bis, dans le genre, et puis
Ben voilà, ouais, c'est un petit hommage. Avec le recul, si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait ça parce qu'en spam, Ecstasy, Viagra, tout ça, je m'en tape à tire l'arigot, quoi. Et puis ça, quand j'envoie des mails, à chaque fois, ça tombe dans les spams des ayants droit ou quoi que ce soit. Donc, l'idée était bonne au départ, mais au final, sur le concret, c'est moyen. Mais voilà, ouais, c'est un petit clin d'œil à la fois à ce film-là que j'aime énormément. Et puis voilà. Moi, je me souviens quand Christophe est arrivé dans l'édition vidéo, parce que nous, on avait arrêté depuis... nous, on a fait une pause de 3-4 ans, parce que voilà, on touchait pas d'aide. Voilà, on n'avait pas d'aide, donc on a arrêté, on a décidé un peu d'arrêter. Pendant 3 ans, je suis parti à Montpellier. Et je me souviens quand tu me téléphonais au début pour effectivement poser des questions et tout ça. Et c'est vrai que tu es revenu au moment, effectivement, où le CNC a recommencé à donner des aides. Et où les ayants droit, Neo Publishing était mort, et où les ayants droit ont lâché un peu les prix, un petit peu. Ça que il y a un moment donné où moi je me souviens que la Nuit érotique des morts vivants, à l'époque c'était 15 000 € les droits du film, et maintenant franchement ça vaut pas ce prix-là. Et donc t'es arrivé au bon moment effectivement pour prendre ce marché-là du film italien, et au moment où le CNC a commencé à redonner un peu des aides à Artus aussi pour les Franco. Et de toute façon, je me souviens de ta création, c'est pour ça, très bien. Les personnes qui étaient derrière, et puis moi, c'est la perte de Neo Publishing aussi. Hein. C'est vrai qu'Artus était pas tout à fait dans le même catalogue. Toi, t'avais arrêté et tout. Je trouvais qu'en France, du coup, ça faisait un petit vide. Et du coup, c'est vrai qu'en 2012, je me suis dit, pourquoi pas. Et le tout premier, je sais que la lame, quand on m'a dit, parce que tout le monde se dit, les aides, mais il faut remplir les dossiers. Quand tu fais un peu du do-it-yourself, tout toi-même et tout, t'as jamais vu ton dossier du CNC, il faut vraiment tout, pourquoi ton entreprise, pourquoi tu veux faire ça, monter tes budgets, où tu vas vendre... voilà un petit peu vraiment tout, quelle est l'équipe, vraiment défendre aussi ton projet, parce que prendre un film, oui, mais faut le défendre aussi. C'est pour ça que je dis toujours, là j'ai des étudiants même en cinéma à qui j'explique un peu l'édition, et je leur dis, si vous prenez un film, prenez déjà un film que vous pourrez défendre, parce que de toute façon vous allez devoir le défendre partout. Donc défendre à la fois, c'est pareil, je me suis retrouvé devant ça sur la guerre des gangs parce que ça n'a pas été trop compris. C'est-à-dire que j'avais mis 2 courts-métrages, il y avait le court-métrage de François Gaillard, il y avait tout ça, et j'avais créé ça en fait dans ma tête un petit peu comme un programme de la dernière séance, voilà, pour en revenir à ça. C'est-à-dire que pour moi, il y avait les 2 petits courts-métrages avant le film. Et 2 petits courts-métrages, pas péjoratif, que les réalisateurs me tombent pas dessus s'ils voient ça, mais c'est plus de... j'avais retrouvé des images de Lina, ou vraiment d'un JT d'Antenne 2, des débuts des années 80. Et je l'avais... je me souviens que la dernière séance, il y avait toujours un petit programme au début, les actus, puis le film, les réclames et tout ça. Et je sais que mais je l'avais pas expliqué. Donc c'est vrai que dans la tête des gens, on s'était dit, il veut nous faire monter le prix, il veut nous vendre ça à 25 € et tout. Alors que non, du tout. C'est vrai qu'à chaque fois, quand je monte un projet, c'est conceptualisé à la base, quoi. C'est pensé depuis le début. Donc, pour le coup, après, c'est pour ça qu'il faut toujours défendre, même au CNC, ils ne donnent pas les aides comme ça, n'importe comment, à n'importe qui. C'est vrai que du coup, faut bosser, faut montrer patte blanche, expliquer pourquoi le film a un intérêt culturel, contre-culturel, et comme on dit, un film de patrimoine, parce que maintenant, c'est souvent ça, film de patrimoine avant 2000, je crois. Et puis d'expliquer aussi ce qui était contre-culturel dans les années 70, 80, une appelée sous-culture, est venue dans la culture parce que des Tarantino ont mis tout ça en avant, et voilà, donc c'est vrai que du coup à la Cinémathèque française il y a des soirées quand même, des soirées bis, soirées Nanarland, soirées tout ça. Donc pourquoi aujourd'hui le cinéma de genre en France n'aurait pas une place non plus importante? Les Anglais, eux, ont vécu les vidéos Nasties, donc ils y revivent un âge d'or. Donc du coup, tout ce qui sort, pour eux, c'est un plus. Nous, on se rend compte que finalement, je me suis retrouvé là-dessus sur le Punisher, c'est qu'on avait quand même la chance d'avoir des copies, dans la plupart des copies quand même uncut. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé avec le film
Par exemple, le Punisher qui m'est arrivé de la MGM, c'était la copie américaine de Cut. On retire les impacts de sang, on retire les impacts de balles, voilà quoi. C'est assez, on essaye d'épurer en fait le truc. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un taf quoi. On vient pas au CNC juste pour dire voilà. Donc la lame, moi je l'ai pas présentée, j'ai présenté à partir donc du coup de la guerre des gangs. Et je sais que les personnes, que ça soit même Tiffen Pirlo, hein, vraiment celle qui est derrière, qui m'a poussé même plusieurs fois en me disant oui Christophe, faut y aller. Si ton projet, t'as l'air d'être passionné, tu sais de quoi tu parles. Pourquoi pas y aller? Et c'est vrai que j'ai commencé, j'ai lâché la lame infernale que j'ai pas fait, et j'ai commencé pour la guerre des gangs. Et voilà quoi. Depuis, j'essaye de mettre tous les projets un par un, et voilà, ça apprécié, c'est quoi du moins. Et puis le truc, c'est qu'on a une image, on se forge au fil du temps une image, je dirais fiable d'une image de marque et de fiabilité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des clients qui me disent je connais pas le film mais je l'achète juste sur le nom de ta société, bah c'est ce que tu cherches en fait depuis. Moi, j'ai essayé de mettre ça en place depuis 2012. Et quand t'as ça et tu te dis t'as 300 personnes dans les précommandes ou 400 personnes qui achètent en te disant ouais je connais pas mais je te fais confiance. Oui. Et là franchement ça c'est quelque chose dans les têtes qui est qui est énorme quoi, parce que valorisant déjà pour toi. C'est valorisant. Ouais, c'est valorisant. Et puis les personnes, le truc au tout départ, je trouvais ça surréaliste parce que voilà, moi je viens de nulle part, je me prends pas, voilà. Mais que les personnes se prennent en photo, même avec tes éditions. Quoi. Et là, je me dis, ouais, voilà. C'est déjà quoi. plus bizarre, ça. Ouais, tout nu dans un lit, voilà, en cache-sexe. Mais bon, je les ai pas ramenés, ceux-là, parce qu'avec des pingouins et tout. Ouais, un bordel. Mais tout ça pour dire que c'est assez. Tu t'attends pas à ça, en fait. T'es pas préparé au truc où te dire, parce que tu penses que tu fais que de l'édition. Et finalement, des fois, j'ai des clients, moi, qui m'appellent 20 fois, qui me laissent des messages à gogo, à fond, en me disant ça sort quand, voilà, je veux telle édition. Et puis ils ont des listes. Alors des fois, ils me disent t'as la liste et dans le mail. on en fait partie de ceux qui appellent 20 fois. Ouais. Et du coup, non, c'est assez surprenant. Puis après, moi, je m'habitue jamais. C'est un taf où tu... Donc là, concrètement, Réanimator, alors c'est pour quand? Sérieusement? Non, les Réanimators, donc ça sort le 12 mars. Ça a été repoussé. 12 mars. Ouais, voilà, ouais. Non, c'est sûr. J'ai signé avec mon sang, là, des papiers, là. Mais non, voilà, en fait, c'est ça l'entreprise. La seule chose que j'ai là en ce moment, c'est juste que je me dis... pourquoi pas changer en fait, ce qui est terrible non dans l'édition, c'est de changer de boîte quoi, carrément de fermer, de faire autre chose. Parce que dis pas ça. Voilà, en fait, petites envies en ce moment, voilà. Sort déjà Réanimator, après on verra. Ouais, ça sortira, mais voilà quoi, de changer le nom de la boîte pour venir en reparler à Boulevard du Cinéma. Renaud me posera la question juste pour ça. Pourquoi tu veux ce nom-là Explique très rapidement, s'il te plaît, pourquoi Réanimator a été repoussé. Que les gens comprennent. Parce qu'il y a une bonne raison. Qui a été repoussé pourquoi je sais pas, j'ai pas d'excuses. À cause des bonus. Parce que t'as voulu rajouter des bononus. Ouais, donc c'est-à-dire que le truc, en fait, sur Réanimator, ce qui s'est passé, j'ai voulu tenter un coup comme Torso. C'est-à-dire que sur Torso, ce que j'avais fait, c'était assez rare. Je sais plus si ça avait d'ailleurs déjà été fait ou quoi, sans passer par une plateforme de crowdfunding. J'avais dit que si on atteignait pour le Blu-ray de Torso 200 ou 250 préco, le Blu-ray serait fait. Voilà, sans passer par une plateforme, parce qu'une plateforme, je sais plus, on reverse 8%, 8%. Donc voilà. Et là, sur Réanimator, le truc que j'ai fait, je me suis dit, si je faisais la même chose, mais en ajoutant, en fait, c'est un peu le système du crowdfunding, sans passer par le crowdfunding, mais si on atteint certaines étapes, 200 précommandes, 400, 500, on rajoute en fait des bonus. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que le crowdfunding, sauf que on passe directement, voilà, toujours le truc de dire on passe par ma boutique, comme ça je peux gérer le truc. Sauf que, vu que c'est comme toute première fois, voilà, le truc n'était pas
non pas mal géré, mais c'est-à-dire que au niveau de l'autoring, quand ton Blu-ray et ton DVD est fait, c'est-à-dire qu'il t'as fait ton bit budget, c'est-à-dire que voilà, ton film fait tant, quoi, voilà, l'espace du film fait, on te calcule tout, ton film fait tant, tes suppléments font tant et tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je dis ouais, si on arrive à 500 préco, je peux mettre l'interview de Barbara Crampton. Sauf qu'au moment où j'arrive là, moi je suis gentil, je dis. Mais après, il faut dire au labo, faut que tu refasses tout l'autoring, il faut que tu refasses tout le bit budget, il faut que tu refasses tout. Par contre, tu touches pas au film, mais tu revois tout ce qui est bonus, à refaire l'encodage et à tout refaire. Et tout ça, on le fait, comme on le dit, on le fait par passion pour quand même, pour le meilleur produit possible. Pour le client, on passe d'un livret de 32 pages à 72 pages, des choses comme ça. Mais d'un point de vue, c'est surtout, Stéphane le voit aussi, c'est quand tu es une personne, voire deux chez le chat. Le truc, c'est que de gérer un truc comme ça, généralement, tu vois chez un gros éditeur, tu as déjà un chef de projet, pour faire aussi le mec qui envoie les paquets, parce que voilà, aussi, envoyer des paquets, tu sais ce que c'est galère. Donc... Exactement, t'envoies 500 éditions, pendant ce temps-là, tu fais rien d'autre, quoi. Tu fais tes 500 éditions. Quand tu fais la vérif de tes films, là, Reanimator, c'est-à-dire c'est 6h30, donc tu restes... Tu vois le film en VO, en VF, en VF 5.1, tu le vois en VO aussi 5.1, VF VO. Tu vérifies tout, quoi. Tu vérifies tout de A à Z, tu vérifies tes points de chapitrage si ça correspond bien aussi. Moi, je me suis retrouvé avec des fois où il y a 4-5 ans, les premiers labos, où je vérifie un truc, interview de je sais plus qui, et je me retrouve avec la voix d'un autre intervenant ou d'une autre intervenante, ils avaient mélangé les bandes son et tout. Et tout ça, si tu le vérifies pas, voilà quoi. Ça part au pressage et c'est mort, t'en as 1000 dans le baba, mais voilà, ça prend du temps, surtout quand on est seul, comme je dis, il n'y a pas on est dans des entreprises à taille vraiment plus qu'humaine, c'est le cas de le dire, mais voilà, je sais pas ce que tu vas me dire là, mais du coup, voilà quoi, pendant que tu t'es devant ton truc, où j'ai des gens, vous répondez pas à mes mails, quand tu es en train de faire une vérif, une vérif super importante d'une édition, qu'on te demande 20 fois Reanimator, ou un autre truc, voilà, et qui le chante dans la rue. Mais voilà, non, c'est un truc où après il y a des fois où on se dit pourquoi on serait pas plus non plus. Bon bref, quoi, c'est des questions internes, mais je sais pas si Stéphane doit avoir exactement les mêmes problèmes, 500 colis, 500 factures à sortir. Il est mieux organisé, je crois. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très 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 long et c'est vrai que moi, envoyer des paquets. Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aide un petit peu, heureusement. Enfin, depuis la dernière fois que je paye. Mais c'est vrai que c'est super galère parce que tu envoies 600 ou 500 exemplaires, en plus des colis différents. Bon, maintenant, la poste passe chez nous maintenant pour récupérer tout ça, heureusement. Mais non, c'est super long et je sais que faire des éditions parfois... ça peut être super super long, voilà. Il faut dire aussi que avec le cinéma italien, comme c'est un film qui était souvent coupé, où il manquait des bouts de scène, où où ça a été remonté, tout ça, donc on se retrouve parfois à récupérer des VHS ou des VHS ou des VF qui sont coupés, faits n'importe comment, donc il faut tout recaler à 100%. Moi je sais que pour les Possédés du Diable par exemple, ce qui est marrant, c'est que la VF qui est sur le Mondo Macabro, le cri final, c'est pas le bon cri, voilà, c'est pas le cri de la vraie VF, c'est le cri anglais. Voilà. Et j'ai un Canadien qui m'a dit si vous faites ce film-là, je vous envoie moi le vrai cri final. Donc voilà, parce que le gars il voulait absolument avoir le cri de l'AVF. Voilà. Donc voilà, on est chez des gens qui sont quand même. Non mais je comprenais. Voilà. Psychopathe quoi. Non, c'est pointu. Donc on sait qu'on a affaire à des vrais fans, surtout franco, des vrais fans où voilà, il leur faut l'AVF. En plus souvent, donc surtout les films italiens, elles sont souvent coupées. Enfin c'est voilà, donc il faut tout recaler. Il faut parfois. Il avait quoi de particulier le cri? Tu peux nous le refaire? Non. Mais voilà, donc t'imagines, le gars nous a envoyé le DVD avec la bonne version du cri qu'on a rajouté à la fin. Mais non, mais je comprends, mais c'est normal. Enfin, je veux dire par là. C'est non mais je peux comprendre que quand on est fan, on a envie de voir son film dans les vraies versions. Surtout là, un cri, c'est important quoi. Oui, moi je trouve que c'est important. Effectivement, je pense que si l'au-delà, par exemple, il n'y a pas le bon son français qu'on a entendu à l'époque, je trouve que ça c'est. Oui, mais ça c'est différent.
Bah pourquoi? Parce que c'est l'au-delà, ils t'aiment pas Franco. Non, mais là, on parlait d'un cri. Ah oui, non mais je veux dire, là, c'est comme, toi, comme une version intégrale. Les gens veulent la version intégrale. Ils Ouais, veulent bien pas sûr. qu'il manque des Ah bouts oui, de oui. scène en plein milieu. Donc on essaye, et c'est là où vraiment je pense qu'on va les passionner. On fait vraiment d'aller jusqu'au Moi, bout. j'ai un exemple, c'est les yeux sans visage qui est sorti Non, chez non. Gaumont, Alors- qui était. Alors j'ai fait une petite rectification par rapport à ce film-là parce que moi j'ai eu le fin mot de l'histoire. Ah, Ah, voilà. alors Parce que déjà j'ai discuté- l'histoire, est-ce qu'on peut raconter Alors l'histoire? l'histoire, c'est que Les Yeux sans visage est sorti en France en Blu-ray et effectivement par rapport au Blu-ray Il manque américain, une scène. il manque une scène dans un chenil à un moment donné, c'est dans quoi 3-4 minutes. Et donc les gens ont crié au scandale sur Gaumont. Bah, ont quelque voulu part, oui, lyncher, c'est pas Gaumont, normal. et voilà. Et moi j'ai discuté avec Gaumont, j'ai discuté aussi avec le laboratoire qui a fait ça, Joscan. Et ils m'ont dit non parce que cette scène-là existe. La scène de chenil existe en Oui, mais France. je l'ai, moi, dans le Blu-ray Mais- anglais. Le Critérion est anglais aussi. Mais en France, Gaumont a décidé que le film devait correspondre à la version vue au cinéma en France. Et quand le film a été montré au cinéma en France, cette scène-là n'y était pas. D'accord. C'est vrai. Donc voilà, donc ils ont décidé de se conformer à ce qui était la version Ouais, bon. française vue au cinéma à l'époque, salle. Et ils ont décidé effectivement que cette scène-là n'y était pas, donc ils ne l'ont pas mise. Voilà, tout simplement. Ouais, C'est frustrant, mais ouais. je peux comprendre aussi. On a une discussion sur la restauration de films. Quand un film, par exemple, a été vu avec une grosse tâche en plein milieu pendant 40 ans, est-ce que comme maintenant on restaure un film, est-ce qu'on doit enlever cette tâche? Ou est-ce qu'elle appartient à la postérité parce qu'elle a toujours été là sur toutes les versions qu'on a vues, cinéma, DVD, télévision, voilà. Donc c'est des questions que les gens... Ben non, elle n'est pas manquante parce qu'en France, Franju ne l'a pas monté comme ça. Franju l'a monté pour la version internationale, peut-être, mais pas du tout pour la version française. Un réalisateur italien, s'il monte une version qui est d'une version... voilà, c'est d'un coup, je reproche un peu aux Italiens, aux Anglais, pardon, qui parfois prennent toutes les versions, ils mélangent tout ça, ils en font une version longue, et hop, c'est la version intégrale. Ben non, c'est votre montage à vous. Moi, le Venin de la Peur, par exemple, notre version est un peu un mix de 3 versions différentes. Moi, je n'ai jamais dit que c'était la version uncut ou la version de Fulci. C'est une version. C'est pas la vraie version qui est sortie en France, ni en Italie, ni en Angleterre. C'est une version qui mélange un peu tout. Je me donne pas le droit de dire que c'est la version intégrale. Les Anglais, ils ont dit que c'est la version intégrale. Mais voilà. Donc, quelle est la bonne version? La version, normalement, c'est celle du réalisateur. Ben, Franju n'a pas voulu cette version-là en France. J'attends la réaction de Jean-Claude Michel là-dessus. Donc, non. C'est- Et je comprends très bien, Gaumont s'est conformé à ce qu'ils avaient, et dans leur logique, c'est compréhensible. Après ça, effectivement, c'est frustrant pour tout fan. Après ça, c'est pas non plus une scène qui est incroyable, qui va changer le film. Non, Je mais peux dans ces comprendre. cas-là, je pense que le mieux, effectivement, ça se tient par La rapport. mettre en bonus, au moins. Voilà, la mettre en bonus. Oui, mais là, ça, c'est différent, voilà, on est d'accord. Bah après, c'est des choix éditoriaux. Hein. De toute façon, voilà, que ça soit Stéphane ou Artus ou C ou n'importe qui, c'est la personne qui se cache derrière aussi. Celui qui va te dire, qui va donner le feu vert, c'est la personne qui est quand même, voilà, le directeur ou le truc. Chacun, on n'a pas tous des fois les mêmes envies, les mêmes choix éditoriaux. Même en France, moi, je sais que je me suis retrouvé, bah pareil, sur Torso. On m'a dit oui, mais sur le Blu-ray de Torso, le Blue Underground, les instabilités sont gommées. Mais ouais, moi je l'ai pas fait quoi. J'ai laissé les instabilités à l'image. Donc c'est vrai que sur certains plans, l'image tremblote. Sauf que derrière ça, si tu touches au film, t'es obligé de recadrer et de faire une passe à 2 passes, c'est-à-dire qu'on recadre l'image de 10%. Donc à ce moment-là, la personne, ça va pas la déranger en fait d'avoir une image recadrée, mais ça va la déranger d'avoir une instabilité qui va durer 1 seconde ou 2 secondes. Ça, pour moi, ça reste des choix éditoriaux forts ou pas. C'est-à-dire que moi, je préfère pas recadrer le cadre. Assez souvent, on dit voilà, c'est du 1,66, c'est du machin 1,85 et on se bat toujours aussi sur les formats. Donc à ce moment-là, il y a une instabilité d'image. On va recadrer en fait le plan du réalisateur qu'il a voulu comme ça. Donc pour moi, c'est une autre manière de dégrader aussi le film indirectement. Donc je préfère laisser une instabilité. Je sais qu'au même moment où on s'est posé la question avec mon labo, en fait, Wildside se posait la question sur les Kurosawa. Où il y avait des instabilités aussi. Donc on se retrouve toujours sur des choix en fait
des choix, je dirais, éditorial forts, après, ils seront toujours discutés. Quoi qu'on fasse, de toute façon, quand on est éditeur, ou quand on, voilà, je sais pas, ou qu'on fait une émission, ou qu'on tient une boutique ou autre chose, c'est que à partir du moment où on fait des choix, qu'on est, voilà, c'est qu'ils seront toujours critiqués, discutés, ou quoi. Après, c'est juste de savoir, de pouvoir les défendre. Là, moi, je fais le choix, Blue Underground préfère recadrer de 10% et faire des passes et tout ça. Moi, voilà, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des passes comme ça. Moi, je suis, voilà, je suis quelqu'un de droit et pas de passes. Et non, mais bon, voilà, quoi. Je sais pas. Stéphane a dû faire des choix aussi, des choix aussi. Éditoriaux. Et voilà, mais ça reste comme ça. Donc, de toute façon, constamment, on nous dira, ouais, mais le packaging, je l'ai vu comme ça. Mais au bout d'un moment, c'est toi qui es derrière, c'est toi qui dois faire le choix. Il y a des films, moi, que j'ai hésité à sortir parce que je sais que on va me dire, ouais, mais là-bas, l'édition, elle comporte 2 secondes, mais les 2 secondes servent à rien. Les Allemands ont fait autrement et tout. Et là, tu te retrouves devant un truc où tu te dis, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu vas te faire tomber dessus, de toute façon, par tout le monde. Donc, Si Femme pour l'Assassin, là, la sortie française, pas de VF. Je vois que c'est un choix éditorial aussi de ne pas mettre de VF. Sur le Road Games là récemment sorti, j'ai vu ça récemment. C'est normal ça, Bruno? Il n'y a pas de choix de droit. Je sais pas trop. Hein. C'est justifié par un choix éditorial. Ouais. Après, je sais pas si c'est un problème de droit ou non, mais. C'est vrai que Mandico, je crois que c'est pareil, qu'une VO, pas de VF. Oui. Donc après, c'est une version plus longue, donc une partie qui est pas doublée. La VF, c'est le mal. Après, Jean-Baptiste Auré fait le choix de pas toujours mettre des bonus. C'est pareil comme il l'expliquait récemment, je crois, sur France Culture ou dans les autres. Voilà, il peut faire une interview carrière d'un réalisateur sans parler que de son film même. Je trouve des fois, ça peut être intéressant. Moi, je sais que sur L'Éventreur, c'est ce que je fais. On parle de L'Éventreur se passe dans la 42e rue. Je trouve ça assez pertinent parce qu'il n'y a jamais eu grand-chose de mettre un docu sur la 42e rue. Des fois, il faut ouvrir le truc, le spectre du truc éditorial pour pouvoir proposer autre chose. Après, voilà, moi je me base aussi beaucoup sur la BD, c'est-à-dire que la BD, voilà, ça, l'édition vidéo a tendance à pouvoir être vite décotée, même ton édition, bon, hormis, parce que je pense en fait, moi, au tirage de tête au niveau de la BD et aux BD qui sont vendus, voilà. Après, un collectionneur va te dire, bah ouais, jamais de la vie je lâcherai mon tirage de tête de telle collection, ou jamais de la vie je lâcherai mon Astérix de numéro machin sorti en 72. Et pourquoi en fait dans l'édition vidéo on arrive bientôt à déprécier en fait une première édition en te disant bah ouais, ton édition, que ça soit le chat ou n'importe qui, pourquoi ta première édition de je sais pas moi, le Punisher, on m'a dit ouais, le Punisher qui était en boîtier carton, je l'ai ressorti après en boîtier plastique. Pourquoi? Ben non, pour moi, la première édition reste tout aussi, puisqu'elle a été conceptualisée, il y a eu des dessins de faits, il y a eu des recherches et tout. Pourquoi ça la déprécie par rapport à la ressortie en fait, du Blu-ray amarré? Je comprends pas, et ça, c'est pas quelque chose qui se passe dans la BD. Quand on a un tirage de tête, moi je sais que j'ai des tirages de tête de certaines BD, jamais de la vie je les lâcherai ou des versions... des versions noires et blanches, voilà, à l'encre et tout. Voilà, c'est chacun son truc. Après, c'est les goûts et les couleurs. On peut en discuter des heures. Mais pour moi, quelque part, on arrive à plus facilement déprécier en fait l'édition vidéo ou même Bruno, des fois, peut le voir aussi sur certains de ses clients. Mais voilà, le bouquin n'a pas la même voilà, image, je sais pas, hein, je dis peut-être des conneries pour l'instant, voilà. Soit je vous ai endormi ou voilà, mais pour moi je trouve que quelque part c'est un peu ça. Mais je pense que l'exemple de la bande dessinée n'est pas un bon exemple, parce que c'est une image, je veux dire, la BD c'est une image qui ne change pas. Non, mais je veux dire dans l'objet même. Oui, mais tu peux pas améliorer l'image d'une BD. Tandis qu'en vidéo... Tu peux très bien améliorer l'impression, la qualité d'impression, refaire les couleurs... La qualité d'impression, mais pas l'image en elle-même.
Après ça, ce qui est vraiment marrant, moi je trouve, c'est les gens qui sont capables d'acheter des bouquins à 70 balles, des gros bouquins qui vont poser dans leur bibliothèque, puis qui vont ouvrir de temps en temps pour voir 2-3 informations. Oui, jamais les ouvrir, mais ça fait joli d'avoir un gros bouquin, voilà, et qui vont gueuler sur une édition Blu-ray à 20 euros, qui peuvent avec des bonus, tout ça, qui peuvent 25 euros chez ceux qui fument. Parfois à 20. C'est pas plus cher. Hein. Parfois à 20. Parfois à 20. Mais honnêtement, tu sais que ce qui est très étonnant, c'est que au début, effectivement, on s'était dit au début, enfin, c'est pas qu'on est cher, parce que les autres éditeurs sortaient aussi à 25 à l'époque, c'était entre 20 et 25 euros. Et maintenant, effectivement, les prix augmentent un peu partout, et on se dit, merde, maintenant, on est quasiment les moins chers. Avec Ecstasy, c'est pire. Et ils sont encore moins chers que nous. Déjà, on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps sur Facebook où je lui disais que c'était pas assez cher ces éditions, qu'elles valaient. Je vais les augmenter là. Elles valaient beaucoup plus. Merci Stéphane. Non, mais c'est vrai que, je suis désolé, enfin, Society, 20-18 euros, il fait non, ça vaut plus. Puis c'est mieux aussi pour Bruno, tu penses aussi un peu à sa retraite. Hein, ouais, c'est vrai. Mais voilà. Qui va pas tarder. Et c'est vrai que les gens se mettent 70 balles dans un bouquin parce que c'est gros, parce que c'est épais, parce que c'est lourd et tout ça, qu'ils ont l'impression de je sais pas quoi. Alors que d'un coup, ça râle parce qu'il y a une édition Blu-ray à 20 euros d'un film qu'ils peuvent revoir plusieurs fois avec des bonus. Donc parfois c'est étrange, la façon de penser des gens, c'est étrange. Et bon, voilà, il faut s'y faire. Mais je trouve pas que, moi, entre 20 et 25 euros, ça va. Enfin, un prix, un Blu-ray. Enfin, maintenant, on trouve des DVD à 20 euros. Hein, donc, pendant longtemps, il ne faut pas oublier que Neo Publishing vendait ses éditions, l'édition DVD d'Enfer des Zombies, c'était 25 euros. Oui, je sais. Oui. Bah, le truc, c'est qu'on a un public qui est. Je pense que même certains éditeurs ont peur de venir dans le cinéma de genre. C'est-à-dire que le cinéma de genre, c'est le public le plus exigeant, le plus pointilleux. Et du coup, non. Ouais. Bah, il a dit le mot. L'autre côté, c'est qu'ils sont exigeants, mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont capables de mettre quand même 30 euros dans quelque chose. Donc, c'est vrai que quelque part, moi, je me dis depuis le début, c'est que je tente au maximum de pas les prendre pour des vaches à lait. C'est-à-dire que nous, on n'aimerait pas, je pense. Stéphane comme moi ou d'autres, c'est-à-dire qu'on est des gros acheteurs aussi, et c'est que des fois, je me dis, ouais, voilà, même moi, quand je trouve de certaines éditions, je dis tant pis, quoi, je l'achèterai pas, parce que le prix les vaut pas, parce que, voilà, après, je sais que les ayants droit, après, il y a un autre travail qui se fait aussi derrière, c'est au niveau des royalties, quand on négocie, certains, on ne sait pas non plus. Mais c'est-à-dire que, voilà, une fois que tu as rentré dans tes frais de production, c'est-à-dire qu'il faut reverser à l'ayant droit à peu près entre 20 ou 25% de tes ventes. D'où des fois peut-être des éditions qui sont peut-être un peu plus chères. Mais bon, ça c'est vrai que ça rentre aussi en ligne de compte également des fois. Bon. Mais voilà, vraiment le cinéphile ou le client du cinéma de genre va pouvoir te dire, ouais, être pointilleux jusqu'à l'extrême, mais par contre, on les retrouvera quand même à chaque fois. C'est ça qui est le truc qui est fort dans le cinéma de genre ou dans nos lignes les lignes éditoriales, c'est-à-dire que du coup, voilà, on sait qu'on les retrouvera quand même, ou même moi j'en ai certains qui râlaient pour certaines choses et qui reviennent quand même, quoi, en me disant oui, bah finalement je me suis peut-être emporté, ou on en rediscute. Et ce qui est bien aussi, c'est toute la partie aussi de pouvoir les rencontrer, comme je dis, dans une boutique comme Bruno, ou d'avoir un stand. C'est-à-dire que ça permet des fois d'apaiser certaines choses, ou parce que le mail aussi des fois c'est un peu violent, parce que si tu mets pas 20 smileys, des choses comme ça, des 10 lol et tout, le client se dit bon bah il a un ton un peu hautain et tout, et quand on se retrouve des fois voilà, ici j'ai rencontré chez Bruno, voilà, hein, des clients que je connaissais pas, c'est toi Ecstasy et tout. Voilà, bon, j'étais un petit peu. Ça passe bien en général. Ouais, ça va. Voilà, après coup, même s'ils n'ont pas été d'accord avec moi sur certains films, sur certains, on en discute et voilà. Le contact humain est important. C'est vrai que ce soit Ecstasy ou Chat qui fume. C'est vrai que quand les gens appellent, ils tombent vraiment sur nous, quoi. Ils ne tombent pas sur une secrétaire ou quelqu'un qui bosse dans la boîte, parce qu'ils sont plusieurs dans les autres boîtes souvent. Ils tombent sur nous, donc directement, on est vraiment, on n'a pas de couche protectrice, on va dire, au niveau des gens, donc. Quand ça râle, moi je me souviens une fois, il y a un mec qui nous a écrit un email en nous engueulant, en disant ouais, j'ai pas reçu mon DVD, tout ça, enfoiré, tout ça, sauf qu'il n'avait pas commandé chez nous, quoi. Enfin, il n'avait même pas commandé, on lui dit mais on n'a pas de commande à votre nom, quoi.
ah, excusez-moi, et tout ça. Ah, d'accord, merde, voilà. C'était Ecstasy. Non. Donc voilà, mais... sinon, pour conclure, parce que sinon il va faire nuit bientôt, Ouais. vos projets, on vous a vos peu projets pris votre émission, là. vu que l'émission sera en ligne au mois de mars, hein. Ouais, dans l'année prochaine. On va Pour la sortie de Reanimator. Donc vos projets et les trucs à sortir, normalement non les dévoilés au déjà jour il y a Rage qui va sortir chez Ecstasy bientôt, Christophe. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Rage. Rabbit. Ouais, c'est vrai que en fait moi ça Qui me n'est coûte... pas vendu assez cher. Hein. Ça, David voilà, Cronenberg. peut-être aussi, je sais pas. Il va sortir quand? Non, oh chapeau bas l'artiste. Mais Il sort quand Il sort quand, celui-là? Le 15 mars. 15 mars, attention, on note, 15 mars. Bah finalement, ouais, comme ça, je me tape plus de boulot parce que là en ce moment, c'est-à-dire que j'ai eu la bonne idée de coupler, c'est-à-dire du coup, vu que le retard de Reanimator, de coupler les frais de port pour les clients. Et là, c'est juste, c'est l'enfer, c'est le Vietnam, la rizière, les coups de feu. Et là, j'ai pleuré. Moi, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, je me suis dit, mais il est malade. Et ouais, non, mais il y a des fois, j'aime bien me faire, je me fouette moi-même. J'aime bien, je me lève et je me dis, tiens, je vais faire ce statut. Comme ça, je vais me fouetter, me fouetter, me faire du mal. Et comme ça, je dois avoir 60 mails. Moi, j'ai pris un Colissimo, moi, j'ai pris une Latsuvi, moi, j'ai pris... j'ai rien du tout. Moi, j'habite près de chez vous, à Amiens. Bavard, hein, la vache. Voilà. Je vais arrêter. Sinon, t'as L'Éventreur de New York aussi voilà, qui sort et après. Sinon, L'Éventreur de New York, ça sera, j'espère, fin mai. Fin mai. Ouais, voilà. Bon, je donne des dates, mais je vais me faire tuer encore. Je ferais mieux de pas en donner. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, est-ce qu'il y a des trucs qui vont sortir un jour quand tu pourras donner un scoop? Là, franchement, les choses que je veux sortir absolument pour plus qu'on m'en parle, c'est, je crois, c'est Reanimator quand même. Ouais, Rage, non. Bah voilà, la différence non, en fait du. Non, mais la différence, et on en parlait justement avec Stéphane aussi par MP sur Facebook, c'est que le truc, c'est que c'est pas les mêmes éditions, quoi. C'est-à-dire que Rage, ça m'a pris à faire 4 mois. Que Reanimator, voilà quoi, c'est 1 an et demi de commentaires audio, de tout ça à revoir et tout, et Rage, voilà, c'est un peu plus light, et du coup ça sort un petit peu plus vite, et L'Éventreur c'est pareil, c'est qu'il y a des fois c'est pareil, hein, l'éditeur on fait le choix de vouloir absolument quelqu'un, ça a été sur L'Éventreur, c'est Enzo Ciotti, voilà, que je voulais absolument, ça a mis 1 an à voir l'interview. Le frère d'Eric. Oh là là. Pardon. Bon. Je suis pas bien. Je vais me transformer là. Mais donc du coup, voilà, c'est des choses où on fait des choix et du coup ça retarde l'édition. Et toi, Stéphane, alors, parce que lui, si on ne débranche pas, Christophe. Non, nous c'est il y a une salle qui va sortir bientôt. C'est surtout aussi le cinéma français qu'on va mettre en avant avec La Rose écorchée, qui est derrière nous là-bas. Ouais. La Rose écorchée avec N, avec Howard Vernon. Dominique Gould, voilà, avec Kinski, avec La Saignée de Claude Mulot. Il y aura aussi un autre film français d'horreur qui sortira. Lequel je vais pas l'annoncer maintenant. Il passe quoi ton émission? On a le temps, vas-y, tu peux l'annoncer. Non. Je sais que Christophe a demandé aussi, mais. Vas-y, allez. C'était la. Une copie intégrale? Pas du tout. Non, c'était La Nuit de la Mort de Raphaël Delpar. Exact. Tu l'as demandé à un moment donné, je sais, à OB Film. Et donc après ça, il y a donc c'est de la restauration, c'est sympa, La Rose écorchée. Donc ça va être une très belle édition, je pense. Et on est plus dans le français, dans la restauration, là on fait un peu plaisir. Il y a du film australien, la prochaine sont fournies. Je ne vais pas dire. Oh, allez. Le Retour des morts vivants numéro 3 avec Maniac aussi, donc ça c'est une grosse fournée. L'émission ne va pas être diffusée avant 1 mois et demi. Hein, donc, 1 mois et demi, c'est vrai. Non, mais même. Non. Et il y a notre éditeur à côté. Voilà, mais. Antoine. Voilà. Donc là, c'est vraiment des films français qu'on a envie de remettre un petit peu au goût du jour, un peu pour montrer aux gens qu'on fait pas des films de merde. Et puis donc, du film américain, après ça, Maniac et Retour des morts vivants numéro 3. Et pour le Bloody Weekend, je pense. Et après ça, on verra. Après ça, c'est pas un petit scoop je t'ai dit, la Nuit de la Mort de Raphaël Delpar.
pas un scoop, ça. Pas un scoop, ça. On savait. Ah bon On le savait pas. Toi ah, bon. Oui, D'accord, bah voilà, bon, tout le monde le savait, voilà. Bah dommage pour vous. Mais non, voilà, non, non. Ah bah non, c'est tout, ouais, c'est ça. Et les week-ends maléfiques du comte Zaroff qui... ça, c'est pas un scoop non plus, on le sait. Sandrine, tu vas nous parler de quoi? Eh ben en fait, je sais plus. Non, je rigole. Non, je vais vous parler d'un truc hyper sérieux en fait, mais vraiment. Ah bon C'est l'heure est grave en fait. Vous vous sentez pas vieux un peu? Vous avez pas des envies de... C'est le rhum, c'est le rhum, ça. En fait, je vais vous expliquer un peu là. J'ai eu une terrible émotion il y a quelques jours en arrière. Je me suis sentie terriblement vieille, mais vraiment en fait de là à aller acheter de l'anti-rides, du Viagra pour les potes, enfin voilà. Ouais, t'as bien fait. Voilà, en fait, l'heure est grave, il y a des films qui vont fêter leurs 20 ans cette année, et quand on se rend compte de quel film, on se dit que le temps a passé super vite. Et là, je me sens très mal, mais vraiment. Là, je suis en train de faire une déprime, c'est pas possible, je voulais vraiment vous en parler pour me sentir beaucoup mieux. Voilà, donc il y a 20 ans, j'étais encore jeune, je rentrais dans du 38 et tout allait bien, mais je portais des petites robes Vichy avec des Doc Martens et voilà. Et des culottes? J'ai toujours eu des culottes, à exception, voilà. Et donc voilà, l'heure est grave. Dans les films qui vont fêter leurs 20 ans cette année, il y a Blair Witch. Ça fait mal au cul. Ça fait très très mal au cul. Mais en fait, il faut regarder le bon côté des choses. Blair Witch aurait pu ne pas exister il y a 20 ans. Il n'y avait pas la 4G il y a 20 ans et il n'y avait pas les GPS de ouf. S'ils avaient eu la 4G et les GPS, les mecs, il n'y aurait pas eu de film. Enfin, façon de voir les choses. Mais en fait, ouais, Blair Witch a 20 ans. Je sais pas si ça vous fait quelque chose, moi perso... Moi ça me fait rien du tout, je l'ai jamais vu. Et ben je suis allée le voir au cinéma. Et ben en fait, Blair Witch, c'est vrai que ça a été... Enfin, en ce qui me concerne, parce qu'avec tous les films qui sont sortis en 99, pour moi ça a été un événement, parce qu'il y a eu tout le côté marketing, dont vous vous souvenez, en fait, les 3 étudiants qu'on a annoncés, disparus depuis 4 ans, nanana, et tout ça. Je vous refais pas le film. Et c'est vrai que j'étais un petit peu surexcitée à l'idée d'aller au cinéma. Le seul truc que je retiens vraiment de Blair Witch au cinéma, c'est que les mouvements de caméra étaient tellement forts que j'ai failli gerber. Mais le film reste quand même assez... c'est en caméra... ouais, c'est le found footage, ouais, ouais. le soi-disant le truc qui a été retrouvé, parce qu'ils ont disparu. Ouais, voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Non, mais j'écoute pas ce que... Avec peut-être un sale accent, mais voilà. Et c'est vrai quand même Blair Witch a été... En ce qui me concerne, un événement, parce que c'était quand même... le film a coûté aux gars entre 60 000 et 75 000 $, ça a rapporté largement plus. Vous voulez un autre coup de vieux? Ah oui. Matrix. Ah ouais. Ça fait mal au cul aussi, on est d'accord. Il n'y a que moi qui ai mal au cul aujourd'hui en fait. Mais vraiment, quoi, donc Matrix, c'est pas une surprise en même temps, mais c'est vrai que de se dire que ça fait 20 ans en fait que Matrix est sorti, ça fait quand même quelque chose. Je suis assez sensible au temps qui passe, hein, franchement, voilà. Et c'est vrai que Matrix est sorti il y a quand même 20 ans. Ça a été quand même un putain d'événement en 99. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, ça a été voilà. Et je reste toujours assez marquée par Carrie-Anne Moss, en fait, qui est quand même. Je sais pas si vous vous souvenez, on parlait un petit peu des figures féminines assez fortes, héroïnes. Et pour moi, en fait, Trinity, c'est juste une des figures les plus importantes aussi des femmes fortes, en fait. Je vous parlais de Ripley il y a quelques émissions plus tard, avant, mais pour moi, Trinity est aussi importante aussi. Je vais par qui déjà? Carrie-Anne Moss. Carrie Anne Moss. Enfin, elle est quand même très amoureuse de Neo et tout ça. Elle est un peu, c'est un peu le. Ah, vas-y. Oui, non, mais d'accord, mais quand même. Oui, mais elle casse quand même des culs, quand même, un petit peu. Tu peux être une femme amoureuse et casser des gueules, quand même. Ouais, je fais pareil. Ouais, je préfère. Il serait mort sans elle. Voilà, c'est ça, parce que la femme enfin voilà, c'est beau. Non, mais c'est beau, mais c'est de l'amour. Hein. Dans chaque femme un peu forte, il y a un petit cœur qui bat, c'est ça. Voilà, ouais. Si tu veux. Pour un homme, bien sûr. On reste dans les coups de vieux, si vous voulez, en fait. Je vous fais la même année, en fait, les gens, ils ont vu du Malkovich de partout. Dans la peau de John Malkovich, qui est sorti aussi en 99. Ça fait 20 ans aussi. Un petit clin d'œil aussi à Star Wars, La menace fantôme, qui est sorti il y a 20 ans. Bon, ça, on s'en fout. Mais pas faux. Ouais, j'ai vu, j'étais adolescent. Voilà. Ouais, j'étais adolescent. Bah là, ils ont commencé à me perdre, Star Wars, quand même. Mais voilà, après, voilà. Il y a un petit clin d'œil, en fait, à un film que je trouve vraiment très, très beau. Et si vous ne l'avez pas vu ou pas revu, ça vaut le coup. Vraiment, c'est Boys Don't Cry, avec Hilary Swank.
Ouais, ça fait 20 ans. Ouais. Et non, mais il y a des films. Ah non, mais là, je vous ai fait la liste en fait. L'album des Sex Pistols, il y a quelques années. Non, il y en a un. Il y en a un. Il faut absolument que je le dise. T'as pas un vrai parce film que non, dans ta liste? Ah si, pour moi c'est un des... Enfin, il est formidable ce film. C'est pareil, j'évite de le regarder parce que sinon je finis en PLS dans un coin chez moi et tout. C'est La Ligne Verte. Ah, ouais, Qui a 20 ans, avec Michael Clark Duncan, donc, qui est décédé, il me semble, en 2012. Et... Ouais, 2012. Et mais alors lui déjà, dès que je vois sa tête, tout ça, j'ai envie de pleurer. Donc, je sais pas, il a son petit truc de. Oh non, il est. Je vais faire. Je suis désolée, je vais faire un petit. Raciste, on peut pas le dire. Non. Ah non, je vais faire ma fille, mais attention, tu vas avoir des problèmes. Non, mais ce mec-là, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, il a eu, il me semble, pas plus de 15 ans de carrière, en fait. Il a commencé comme étant, il était, comment on dit, garde du corps, notamment de Notorious Big. Enfin, il a commencé en tant que garde du corps, en fait. Quoi. Il n'a pas duré longtemps non plus. Voilà, il n'a pas duré longtemps non plus. Et ce mec-là, il n'a pas une grosse carrière, il me semble. Enfin, voilà, quoi. Et pourtant, il reste quand même super marquant. Et en fait, c'est juste que il a un physique de... Enfin, non, je le trouve touchant. En fait, c'est vraiment un acteur qui fait partie des gens qui me... Enfin, je sais pas, peut-être parce que j'avais vu La Ligne Verte et que dans La Ligne Verte, il est... Enfin, voilà. Ça sent le fantasme, quand même, tout ça. Non, c'est... En fait, La Ligne Verte, ça fait pareil. Enfin, je sais pas que je sois sensible, mais c'est vrai que La Ligne Verte, je l'ai vu une fois. Enfin, j'ai fait une déprime pendant 2 jours. Et ce gars-là, personne d'autre n'aurait pu jouer dans La Ligne Verte. Personne d'autre. Lui, il est... C'est... Voilà, quoi. Même pas moi. Non. Jamais de la vie. Et sinon, bon, on fait vite, hein, mais il y a... Bon, si je vous dis, je vois des morts partout. Ah ouais. Hein, le 6e sens, voilà. Donc, ça, je l'ai revu à la télévision, il est passé à la télévision. En ce moment, il passe. Ouais. C'est intenable. Faut pas le revoir, je crois. Non, moi, j'ai pas aimé à l'époque déjà. Ça fonctionne toujours. Bah, en fait, là, il y a certains films dont je vous parle, je les ai pas revus. Et c'est vrai que de se demander quel impact ils ont 20 ans plus tard, est-ce que finalement, ils ont pas trop vieilli, est-ce qu'ils ont... Enfin voilà, et c'est vrai que le 6e sens, je suis pas attirée par le... Pareil, je veux rester avec ce que j'ai vu, point, quoi. Voilà. Bah, le 6e sens, il a amené pas mal de twists en fait. Ouais. Finalement, ça a été une période en fait au niveau du cinéma, ça a amené pas mal de twists. Usual Suspect, c'était quel. Tout ça, c'est le truc qui joue. Mais bon, Matrix, c'est pareil, hein, Matrix où Blair Witch a ramené quand même. Matrix, moi j'ai toujours rien compris. Comment te dire? Non, t'as vu, c'est le remake. T'as qu'à suivre le petit lapin. Sébastien. Oh, elle vient de loin. Allez, je rends le micro. Et bon, vite fait, qui c'est qui a 20 ans? Eyes Wide Shut, il y a Sleepy Hollow, Virgin Suicide, qui est formidable. Et pire que formidable, Man on the Moon, il y a 20 ans aussi. Et puis je crois, je vous ai dit Sleepy Hollow, Virgin Suicide, ah oui, si, Une histoire vraie. Voilà, pour tous ceux qui aiment. C'était bien. Très bon ça, on est passé à la télévision pas très longtemps, c'est excellent. Pareil, celui-là, j'ai fini en PLS dans un coin en le voyant, il est juste... je me souviens. Mais il y a des films comme ça, ils sont terriblement touchants. Moi, c'est Une histoire vraie, en fait. C'est vrai que je suis restée comme une couillonne au ciné pour le... Et j'ai... Ah ouais, ce film, il est juste énorme. Enfin, ouais, il est énorme, quoi, en fait, quoi. Bon, après, je me suis pas mis au bricolage pour autant, hein, mais... On me dit de passer ça, Bruno. Ah. Je peux la garder, si vous voulez. Donc voilà, c'était pour une fois, j'ai fait très court. Enfin, j'ai essayé de faire court, mais c'était juste pour vous. C'était vraiment très intéressant. Une histoire vraie, c'est un joli film. Hein. Très joli. Précédent, il y avait Eyes Wide Shut, qui se bonifie en... Pour moi, le Kubrick, le tout. Christophe, t'as eu ton quota de parole. Ouais, j'ai arrêté de parler. Mais Eyes Wide Shut, quand je fais regarder Eyes Wide Shut, qui aurait dit 50 nuances degrés, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais, enfin, je peux, non. Tu vas te taire, Christophe. Pardon. Voilà. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Kubrick. Oh. Mais il est très bon aussi, en fait. Voilà. Mais tout ça pour vous dire, en fait, que voilà, ça. Je vous ai encore pas fait les films qui datent d'il y a 30 ans. Hein, non, la prochaine fois. On va se calmer sur les 20 ans. Mais déjà, les 20 ans, en fait, c'était juste voilà, pour vous dire que cette année, il y aura. Et d'ailleurs, juste pour la dernière parenthèse, Netflix fête aussi, entre guillemets, si on peut dire comme ça. Désolé, hein. C'est 20 ans déjà? Non, c'est qu'en fait, ils ont rajouté Matrix à leur catalogue pour, dans le cadre des 20 ans de Neo, Trinity
Blair Witch, moi je l'ai vu en avant-première française, un cinéma à Saint-Denis avec un autre. À Saint-Denis, oui, par chez toi. Avec un autre super film qui s'appelle Vorace. Vorace, voilà. C'était, je savais rien des deux films et j'ai adoré les deux. Enfin, surtout Vorace quand même. Mais... oui. Moi aussi, je préfère Vorace quand même. Vorace, j'en ai parlé à un éditeur justement. Je lui ai dit, mais sortez-le, je ne vois pas lequel. Ouais. Moi, j'ai pas le temps, mais je leur ai dit, putain, mais c'est bon. Enfin, maintenant, vous avez des contacts avec la Fox, donc essayez de le sortir. C'est un très bon film, Vorace. Bon, en fait, tu parles de toi, quoi. Pas du tout, pas du tout. Non, mais pas du tout, même pas. Non, même pas. Il sort chez Ecstasy au film bientôt. Fin de l'année. Ah bah écoute, moi j'ai pas de contact chez eux, chez la Fox, mais la boîte avait des contacts. Je lui ai dit, bah sortez-le, parce que s'il y en a qu'à un prendre, c'est celui-là, quoi. Bruno, tu nous parlais de quoi, Bruno? Tu parlais de quoi, moi? Ah oui. Parle devant le micro. Devant le micro, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Ah oui. Et voilà, moi je vais parler de cinéma grec, en fait. Ah oui, c'est intéressant. Je sais que c'est comme ça paraît obscur. Bah, fais voir comme par hasard, des films étrangers, bien sûr. Ouais, chez Mono Macabro, comme par hasard. Voilà. Deux éditeurs français. Tu devrais pas le sortir, celui-là. C'est pas grave, hein. Non, merci, trop tard. Voilà. Donc en fait, oui, le cinéma... J'ose pas. Bah celui-là, il a une particularité, enfin le cinéma grec a une particularité aussi, la principale étant d'être plus que méconnu. Et en fait, il y a eu une période de la fin des années 60 au milieu des années 70 du cinéma grec d'exploitation, principalement érotique. Donc je peux citer des titres pour le fun. Dans le cercle du vice, Fille perdue, La sueur sur la peau, etc. Ah oui, bien, voilà. Et donc dernièrement, un éditeur américain là, a commencé à ressortir des films grecs de cette époque qui ont été exploités en France pour la plupart, mais qui ont disparu depuis une quarantaine d'années maintenant. Donc là, on est loin des 20 ans. Et celui-là que vous avez vu ou pas, je sais pas, qui s'appelle Wild Pussycat. C'est un film de 68 d'un réalisateur, et ça je suis obligé de lire parce que c'est compliqué le grec quand même, qui s'appelle Dimis Dadiras, voilà, quand même. Qui a réalisé 58 films quand même, ah oui, hein. et pas des moindres à première vue. Finalement, ce cinéma-là a totalement disparu et c'est un cinéma souvent de ce qu'on appelle sexploitation maintenant, donc des films érotiques avec des sujets plus ou moins déviants. C'était avant la dictature ou après? C'était pendant. Pendant. Ouais. Et en fait, celui-ci est particulièrement marquant parce qu'en fait, et c'est lié à un de nos invités aujourd'hui, il devait être distribué en Italie, notamment en l'occurrence par Bruno Mattei, qui est co-scénariste de Emmanuel et Françoise, sorti chez Le Chat qui fume. Et c'est évidemment, comme toujours avec les Italiens, ça n'a jamais été vraiment avoué que c'était un remake, mais c'en est un à tout point de vue. Voilà. Et l'original est vraiment super. Et en plus sur cette édition qui a un certain nombre de menus sympathiques, donc il y est question d'un type qui est proxénète, qui prostitue donc sa copine de manière absolument extrême et malveillante, et elle se suicide, et la sœur de cette fille décide de se venger, séquestre le type de manière encore plus extrême, comme dans le film de D'Amato, le Emmanuel et Françoise donc. Et là en fait ce qui est sympa en plus sur cette édition, et j'avais rarement vu ça depuis bien longtemps, il y a réellement deux versions totalement différentes du film, parce que à cause justement de la censure en Grèce, la version grecque qui est disponible donc sur le Blu-ray, et une version très expurgée où il y a une intrigue policière parallèle totalement différente du sujet principal, qui remplace une demi-heure du film par des scènes d'enquête policière sans intérêt. Et en bonus, il y a la version américaine pour l'exportation, qui est une version beaucoup plus érotique et plus extrême. Et voilà. Et c'était quoi la suite? J'ai oublié maintenant. Mais bon, en tout cas, c'est super étonnant, surtout pour la fin des années 60. Bon, c'est un film en noir et blanc qui ressemble énormément, et la plupart des films grecs
de cette époque, le peu qu'on a pu voir, hein, parce que pour l'instant, Mondo Macabro, on n'a sorti que 2, Tango Perversion et Wife Killer, qui est un giallo, ressemble énormément au cinéma italien de l'époque et de tout le cinéma d'exploitation qu'on aime bien, pour ceux qui aiment. Et là, c'est incroyable pour un film de cette époque, avec une fin terrible. Enfin, je vous dévoile pas l'histoire, mais forcément, étant séquestré pendant des jours et des jours, tout finit par très mal se passer, quoi. Renaud, tu vas nous parler de... Moi, j'ai vu un film assez fort, Madingo, de Richard Fleischer, tourné en 1983. Je m'attendais, alors déjà j'insère le disque dans le lecteur, je m'attendais à trouver un beau cinéma. Vaut mieux, hein, déjà. Une belle image, parce que c'est quand même un Blu-ray, et en fait c'est un film avec un grain de facture assez télévisuel. Je sais pas ce que Bruno en pense, mais... Et en fait, bon, c'est pas du tout autant n'importe le vent, ça nous montre l'esclavage comme on l'a jamais vu, sans concession. Il y a une liste d'atrocités dans ce film qui est quasiment documentaire. Il y a un combat sauvage d'une violence, ça m'a laissé pantois. Il y a quelqu'un débouillanté, il y a un bébé qui se fait tuer. On raconte pas tout, il y a quand une même. pendaison. C'est vraiment fort, quoi. On n'a jamais vu ça. Et d'ailleurs, le film a nuit quelque peu à la fin de carrière de Richard Fleischer et des acteurs, notamment Suzanne York. Suzanne Georges. Georges, pardon. Suzanne Georges. On coupera. Et, voilà, donc Mathieu Perry. C'est même plus fort que Racine encore. Hein. Ah oui, on reste ébahi, c'est la condition humaine dans ce qu'il y a de plus bas, quoi. Ce ne sont plus des humains, ce sont des objets, quoi. Donc c'est un film qui a été distribué depuis peu chez Studio Canal, dans la collection Make My Day, Jean-Baptiste Auré, qui est resté longtemps invisible parce que justement il est tellement dérangeant qu'ils n'ont pas jugé utile de le sortir avant. Et si vous voulez voir un film dérangeant et fort, qui vous reste dans la tête une bonne semaine voire plus, n'hésitez pas à le regarder. Et donc il prouve une fois de plus que Richard Fleischer est vraiment un des plus grands réalisateurs américains. Et merci aux éditeurs d'ailleurs de l'avoir mis en avant. Ah oui, quand même. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'aime bien, mais bon. Si tu jettes un œil sur sa filmo, c'est impressionnant. Hein. Surtout qu'il a touché à tous les genres, mais toujours avec un grand professionnalisme. Excellent. Hein, mon ami Daniel? Oui, mais c'est pas encore les vieux. Pardon? J'adore Richard Fleischer. Daniel, tu parlais de quoi? Donc j'ai vu au cinéma, j'ai vu Alita de Robert Rodriguez, d'après un scénario produit et d'après un scénario de James Cameron. C'est un très très beau film, très intéressant, très humain, et de superbes images qui mêlent animation 3D et cinéma et donc image réelle avec un robot. Enfin bon, c'est vraiment un film à voir. Voilà. J'ai pas grand chose à en dire de plus. Si un robot, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas d'après le manga Gum? C'est bien ça. En fait, c'est Oui, l'adaptation. c'est d'après. À l'origine, il y a un manga et une série animée qui sont Là, je suis excellentes. fatigué. Ouais. Non, mais Pas trop m'en demander. voilà, mais en fait, oui, ça a l'air d'être vraiment génial, en fait. C'est beau. Un très beau film. Il y a un robot. Et il y a un robot. Oui, il y a du robot dedans. Il y a un robot. Il y a du robot dedans. Toi, Christophe? Moi, j'ai vu un film. Alors, assez bizarrement, quelqu'un que j'ai du mal à supporter, c'est Robert Pattinson. Et je suis tombé en fait sur le film ouais, Robert Pattinson, ouais, Twilight, mais c'est pas le film que j'ai vu. C'est un film sur les paumés en fait. Voilà, lui, c'est deux frères ou. Alors là, ouais, non, je me souviens plus du titre. C'est Story, je sais plus quoi. Story of Ricky et tout ça. Non. Amateur. Un quoi? Un film amateur? Genre, non, mais du coup, je me suis vraiment surpris à aimer ce film-là. C'est-à-dire que c'est un film sur les paumés, sur les personnes qui font que, au lieu de s'en sortir, de toujours s'enfoncer, en fait. C'est-à-dire que c'est du cinéma... c'est... Non, pas érotique.
C'est Good Time. Good Times, exactement. Ouais, Merci, merci, heureusement qu'il y a Merci des... la technique. Merci. Heureusement qu'il y a des cinéphiles dans la salle. Merci. Et non, Good Time, donc du coup, voilà, ouais, ça commence face caméra sur une personne qui est de déficience un petit peu mentale. Et là, on découvre en fait que le frère du déficient mental, c'est Robert Pattinson qui vient rechercher son frère pour faire un casse de banque qui, bien sûr, tourne mal. Et là, au lieu de toujours en fait constamment aider son frère, elle l'enfonce tout au long du film. C'est réalisé vraiment d'une manière par moments très expérimentale. Voilà quoi, c'est plus la trajectoire des deux frères qui font que le film est super intéressant. Et pour une fois, Pattinson ne fait pas du Pattinson, c'est-à-dire que du mielleux, du mièvre, quoique j'ai pas vu le Cronenberg. T'as rien raté. Voilà, avec Pattinson, Cosmopolis. C'est horrible. C'est pour ça que j'ai pas regardé, mais devant Good Time, justement, c'est vraiment un grand film, une découverte de deux réalisateurs, deux frangins, dont l'un tourne dedans d'ailleurs, qui joue l'un des rôles des frères. Et ouais, c'est vraiment un film sur les paumés, et voilà, c'est un film où rien ne peut arriver de bien en fait à ces deux frères-là. Et c'est un cinéma, comment ça s'appelle ? Cinéma du réel, voilà. Mais bref, voilà, très bon film. Et les autres, je sais plus. Ça doit être dans les séries anglaises. Voilà. Non, mais c'était très bien. C'était très bien. Voilà, on va me débrancher et on me range. Bruno, t'as un dernier film ? Voilà. Le film le plus récent que j'ai vu, c'est The Gorgon, enfin que j'avais déjà vu, qui date de 1964, l'année de ma naissance d'ailleurs, au passage. Et voilà l'affiche, belle affiche qui va rester ici, j'espère. C'est un film de la Hammer qui, les serpents là sur la tête. qui a la particularité, qui a plusieurs particularités en fait. Celle déjà d'être parmi tous les grands classiques de la Hammer de l'époque, d'être quasiment resté inédit en France, puisqu'il est sorti que 15 jours, je crois, de mémoire, et en VO sous-titré uniquement. Si, plus ? Il n'est pas sorti du tout. Si, il est passé au Styx. Si, Daniel. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une sortie. Oui, c'était une sorte, c'était pas passé une, dans le c'était cadre pas d'un une. festival. Oui, il est passé à Bondy au festival, Il y a une embrouille. Oui. mais il est quand même passé au moins une semaine au Styx, pas loin d'ici, de mémoire. Mais c'est à vérifier. Et uniquement en VO sous-titré, T'as des infos. contrairement à Il beaucoup faut appeler d'autres Jean-Claude Hammer de Michel, c'est l'époque. ça alors je veux dire. Je suis sûr qu'il est pas sorti. T'es sûr ? Mais je crois. Enfin bon, donc voilà. J'avais sorti en France, tu veux dire ? Il a dû passer 2-3 jours Si, ça peut-être au fait quelque maximum au Styx effectivement, Ouais. avec The Man Who Could Cheat Death. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une sortie. Bah, Il n'y a, quelques pas de jours, sortie officielle, il n'y a pas de visa du CNC. Non, il n'y a effectivement pas de visa, ouais. Ah, s'il n'y a pas de visa, Et il puis, n'y a pas de je vais sortie. parler si vous continuez. Voilà. Et donc voilà, il est finalement resté presque inédit, alors que c'est quand même un film de Terence Fisher, qui est le réalisateur le plus connu de la Hammer, et avec Christopher Lee et Peter Cushing, dans des rôles plus ou moins inversés quand même, et ce qui est sympa d'ailleurs, qui en plus a la particularité d'aborder pour la première fois à l'époque une créature, la Gorgone, qui est très différente de tout ce que la Hammer avait pu adapter jusque-là, les vampires, Frankenstein, etc., le loup-garou, etc., et qui est d'ailleurs la dernière collaboration entre les trois, Fisher, Cushing et Lee. Voilà. Et c'est magnifique. Hein, t'es d'accord ? Oui, bon. On parle de maquillage. Oui, voilà, donc il y a toujours eu un problème avec ce film. Bon, après, maintenant, il est repassé sur... il a finalement passé à Cinéma de Quartier, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Avec... Ouais, c'est ça. il y a quelques années maintenant, avec un doublage fait pour la télé qui est pas terrible, mais le film reste, qui est quand même un grand classique du genre, reste inédit en France, aussi bien en VHS qu'en DVD, qu'en Blu-ray. On espère qu'un jour il ressortira, quoi. Et c'est aussi un des derniers films, pas le dernier, mais un des derniers avant les Gilling, qui était scénariste sur le film, tourné avec l'équipe et le studio Bray, emblématique de la Hammer, quoi. Le film Voilà. 64, je crois. 64, ouais. Et Bryce s'est terminé en 66, donc Gilling a fait après
L'invasion des morts vivants en tant que metteur en scène et La Ferme Reptile, qui sont un peu dans le même esprit finalement. Mais ça reste relativement atypique et c'est étonnant alors que les films de la Hammer de Fisher sont quand même les plus reconnus du genre, soient restés aussi invisibles pendant si longtemps en France. Très bien. Bon, on va se laisser là. On va dire déjà remercier Stéphane. Merci. Merci à toi. Merci Christophe. Arrivé à l'heure. Christophe aussi qui arrive à l'heure. Merci à vous, en Toujours tout très cas. ponctuel en tout cas. Merci pour la. C'est la moindre des choses. Ah oui. Vous m'invitez, il faut que je sois à l'heure. Quand même. Moindre des choses. Merci à vous, en tout cas. Merci. Il faut acheter nos DVD, nos Blu-ray, bien sûr, sur nos sites. Hein. On a les 4 caméras devant nous, là, donc 4 fois. Voilà. Donc, je sais que c'était au chat qui fume. Hein. Voilà. Pensez à nous, pensez à nos enfants. Et voilà. C'est à mes cheveux. Merci à la technique. Bon, c'est vrai qu'on les oublie souvent, mais heureusement qu'ils sont là. Ouais, Et sous-payés, bien sûr. les 4, Ouais, bon, ça. quand t'es payé à coup de bière et de rhum. Voilà, bah, on vous dit au revoir, à la prochaine. Et c'est celle-là, faut dire là, Au milieu. au milieu. Au revoir, Au revoir, madame. à bientôt. Au revoir, madame. Ciao. Ouais, j'étais adolescent.